Bonjour à toutes et à tous, personne dans la salle, personne derrière leur écran. Merci d'être venus à cet apéro rencontre avec Grums, organisé par le Crous et Colors Urban Art Festival. On est actuellement en plein cœur du festival. Le festival bat vraiment son plein. On a ouvert le week-end dernier à la Plaine des Bouchers, au Studio 116, pour voir 15 artistes qui ont peint sur les murs du Studio 116. Il y a 3 œuvres qui sont en train d'être réalisées ou qui ont été réalisées. Une qu'on a inaugurée hier du côté de Schiltigheim, réalisée par Missy et par Stom 500, Tropical Mare, une façade de 7 étages de mémoire. Une qui est en cours encore de réalisation, qu'on inaugurera vendredi avec Alex One sur le Pépusère de la Rotonde, et ce fameux gros chat, énorme chat, réalisé par l'artiste Grums sur un pilier de la résidence universitaire Paul Appel de Strasbourg à l'Esplanade. Voilà, on espère que ceux qui l'ont déjà vu, on espère que ça vous plaît. Alors si vous, dans la salle, à tout moment, vous voulez poser des questions, n'hésitez pas à lever votre main. On a Juliette qui est juste là, qui viendra vous passer un micro. N'hésitez pas à rebondir. On est vraiment dans une discussion, dans un échange. Moi, je vais essayer d'alimenter un peu cet échange-là, mais on compte sur vous aussi pour poser des questions. Idem, si vous êtes derrière votre écran, déjà, n'hésitez pas à partager sur les différents réseaux sociaux ce petit live, de façon à ce que le plus de monde possible en profite. Et n'hésitez pas à commenter. Et on va récupérer quelques questions. C'est Sarah qui sera le modérateur, la modératrice de ce live pour poser des questions directement à Grums. Il faut en profiter. Alors Grums, bonjour. Ça va? Tu te sens bien à Strasbourg? Je me sens super bien, j'ai super bien mangé. Merci pour l'accueil, merci pour le mur, merci pour tout. C'est super. Il fait beau. C'est la première fois que tu viens à Strasbourg ou... Non, c'est je sais pas, 14e fois, 15e fois. Quand on aime, on ne compte pas. Des années, je suis venu pour plusieurs choses, des fois pour peindre et des fois pour faire de la musique, des concerts. Voilà. Alors justement, c'est vrai que tu es un artiste multifacette. Tu fais effectivement de la peinture avec différents styles. Tu fais du rap, de la musique. Tu es aussi DJ. Comment est-ce que t'en es arrivé là? Comment est-ce que tu es rentré dans cette culture un peu hip-hop quand même? À quel âge? Comment t'es arrivé à faire un peu toutes ces disciplines? En fait, c'est tout bonnement le hip-hop, le mouvement hip-hop à notre époque, c'était pas comme aujourd'hui, c'était pas vraiment segmenté. C'était un peu tous ensemble. Euh, En gros, tu pouvais être Tiger et faire un peu de rap. Tu pouvais être danseur et être un petit peu DJ. Tout était plus ou moins lié, tu vois. Et à notre époque, il y avait rien du tout. Il y avait pas d'activité, il y avait pas d'amusement, pas d'argent. Donc du coup, il fallait qu'on s'invente, on va dire, une occupation. Et le hip-hop, c'était la meilleure occupation qu'on pouvait avoir à notre âge. Et ça t'apprenait à être un petit peu meilleur chaque jour. On va dire, c'est de la concurrence saine. C'est comme un sport ou comme n'importe quelle passion ou activité. Et en fait, j'ai évolué là-dedans. J'ai tout de suite aimé le graffiti. Et puis, j'ai aimé le rap. Et du coup, j'ai fait ces deux disciplines sans jamais arrêter, en fait. Après, c'était pas une vocation d'être un street artiste ou être quelqu'un de connu. En fait, c'est pas fait exprès, quoi. C'est le but dans le hip-hop de notre époque, c'était juste d'être le meilleur dans ce que tu fais et de le partager avec les gens et de donner aussi aux gens et de recevoir en échange leur niveau. Et en fait, tout ça, ça te rend un peu plus fort. Et en fait, j'ai pas fait exprès après de me rendre compte qu'il y avait des gens qui aimaient la musique et d'aller faire des concerts. Nous, on trouvait ça un peu incroyable de pouvoir partir en week-end avec son pote, faire du rap avec des gens qui sont là, waouh! Et du coup, c'est deux choses que j'ai jamais lâchées puisque ça fait partie de, on va dire entre guillemets, ma liberté. Et, euh, et du coup, il y a quelque chose dont j'en ai fait mon métier et il y en a un autre, c'était ma passion du dimanche. C'était le rap et c'est jamais parti. Donc, en fait, il y a beaucoup de gens des fois que ça impressionne qu'on puisse faire les deux comme ça. Mais en fait, c'est depuis le début que je fais ça et que je travaille autant les deux. Donc du coup, c'est inné, quoi. C'est juste que j'entrevois pas le rap comme un métier. Pour moi, c'est pas un métier, en fait. Et, euh, et maintenant, de pouvoir faire de la peinture ou du street art ou des trucs comme ça, je trouve ça incroyable. J'aurais pas cru ça quand j'étais plus jeune, quoi. Donc, je pense que je suis arrivé à tout ça grâce au hip-hop, parce que c'est à la base.
Ok, super. Alors justement, tu parles du mot street art. Est-ce que pour toi, c'est le terme qui correspond le mieux à ce que tu fais en termes de peinture? C'est plutôt du graffiti, du post-graffiti, de l'art urbain, comme nous on dit par exemple c'est chez Colors. C'est quoi le meilleur terme pour toi et finalement définir un peu ton style et ton flow en peinture? Ben, tout dépend du mot qu'on utilise et quel sens il a pour chacun. Moi, j'estime que c'est du street art, mais le mot street art, il est apparu vers les années 2000. Et c'était pas un mot fourre-tout. On mettait aussi bien les affichistes que les pochoiristes et que les graffeurs. En fait, le street art, c'était un peu les 10% de graffeurs qui, au bout d'un moment, à force de graffer, se font un peu chier avec les règles du graffiti et ont besoin de nourrir leur peinture pour aller un petit peu plus loin et du coup créer un nouveau langage, une peinture un peu plus contemporaine, mais c'est quand même des gens qui viennent du graffiti à la base. Donc, dans ce sens-là, ouais, je suis un street artiste. Après, comment je me définis peut-être comme un artiste plasticien, tout simplement, maintenant, aujourd'hui, quoi. Parce que il y a plusieurs médiums utilisés et ça me passionne d'utiliser tous les médiums. Donc, du coup, je vais prendre ce terme-là et puis aussi street artiste. Après, les mots, art urbain, toutes ces choses-là, faut arriver à faire la différence sur les murs. Il y a des choses, c'est de l'illustratif, il y a des choses, c'est de l'abstrait, il y a des choses, c'est du muralisme, il y a des choses, c'est du post-graffiti. Et ça, c'est on va dire des catégories que les gens comprennent pas forcément parce qu'ils n'ont pas la culture et ils mettent tout ça dans le même mot, en fait. Donc, moi, je fais pas du muralisme, je fais pas je fais pas de trucs comme ça, en fait. Je suis d'un côté un peu graphiste, donc j'ai toujours ce côté un petit peu graphique, comme justement ce que j'ai fait ici. Et à côté, maintenant, je fais de la peinture abstraite, mais c'est du post-graffiti, vraiment, ce que je fais. En fait, il y a une démarche et j'arrive à comprendre un peu mieux là où je vais. Avant, quand je faisais du graphisme, j'avais l'impression que j'étais un artiste, mais j'étais une sombre merde, en fait. Je faisais juste du graphisme. Si je ne m'abuse, tu as fait les beaux-arts. Comment les profs t'ont perçu quand tu as fait les beaux-arts? Parce que moi, j'ai pas mal d'échos, notamment il y a quelques années. Aujourd'hui, ça a changé. Quand on avait des artistes qui intervenaient dans la rue, qui travaillaient avec la bombe de peinture, souvent, il y avait une mauvaise connotation auprès des profs et ils considéraient pas comme des gens qui utilisaient des pinceaux. Il n'y avait pas la même forcément considération. Comment ça s'est passé pour toi, ton cursus Bah, à l'époque, quand tu voulais rentrer aux Beaux-Arts, il fallait pas dire que tu faisais du graffiti, en fait. Ou il fallait le mettre dans ton dossier, mais dire, vous savez, voilà, je suis un graffeur, mais je suis un graffeur repenti, voilà. Et puis ça passe. T'es pas, tu arrives à passer le concours et puis t'es admis. Après, à l'école, tu peux faire des choses comme ce qu'on faisait, moi, avec mon groupe à l'époque. On essayait de faire du post-graffiti, on essayait de proposer des choses qui étaient nouvelles, mais, euh, mais bon, c'est pas quelque chose qu'à l'époque, même les profs pouvaient juger. Donc, ils ont eu peur de cette culture. Donc, forcément, c'est pas avec ça qu'on passe son diplôme. Moi, par exemple, j'ai osé passer mon diplôme avec ça. Je leur ai râpé à la gueule, en plus. Et après, voilà, j'ai pas eu de mention et tout ça parce que ça a été quand même, c'était pas aussi simple pour eux de juger ça, quoi. Il y avait un jury avec 3 personnes et il y en avait un qui comprenait vraiment. Donc, du coup, ils m'ont donné mon diplôme et j'ai eu cette chance-là. Ça m'a rassuré moi-même, mais bon, ça changeait pas, ça change pas, en fait, comment c'était vu à l'époque. À l'époque, quand on prenait une bombe dans la rue, il y avait la police qui voulait nous prendre ou les gens, ils nous disaient, eh, vous faites quoi, là? Parce que c'était vraiment, agressif, quelqu'un avec une bombe. C'est forcément quelqu'un comment ça s'appelle, qui va faire une connerie, quoi. Alors qu'aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Aujourd'hui, c'est rentré dans les mœurs. Et est-ce que tu penses justement que c'est rentré dans les mœurs, mais est-ce que tu penses que justement tu as contribué à faire changer un peu l'image de la pratique auprès du grand public? Et aujourd'hui, est-ce que vraiment tu vois que quand tu es dans la rue, que tu peins, que les gens ils se disent plus, ah, il est en train de vandaliser le mobilier urbain, mais il est plutôt en train de le valoriser. Tu sens vraiment ce changement et tu penses qu'il est intervenu quand un peu ce changement? Bah, je pense qu'on est tous responsables de ce changement, quoi. C'est tous les gens qui peignent, tous les gens qui organisent, qui s'intéressent. Moi, je pense, il y a beaucoup, souvent, on va dire, des entités qui ont essayé de récupérer la culture et organiser des choses. Alors, je vais pas faire un discours avec des raccourcis. C'est vachement bien comme c'est pas vachement bien, parce que c'est bien de nous donner le pouvoir de le faire et tout ça. Mais donc, grâce à eux d'un côté et grâce aussi aux autres, les protagonistes du truc, donc nous,
on fait pas que peindre, on organise des choses pour soigner notre culture, en fait. Et je pense qu'il y a quand même des gens qui ont pris conscience dans la peinture et dans le street art que, je parle dans les acteurs, qu'il fallait soigner notre propre culture, quoi. Que, au bout d'un moment, il y en a marre de venir dans un endroit où c'est un squat et entre guillemets, ouais, c'est street art et tout ça. Mais il faut forcément que ce soit un peu sale ou un peu, on va dire, désaffecté, comme ça fait bien et tout. C'est pas le propos, en fait. Si c'est notre culture, c'est à nous de la rendre propre et bien présentée. Et je pense que c'est ce qui s'est passé. On a tous fait quelque chose pour ça. C'est ce qu'on essaye nous aussi de faire avec Color, ce qu'on a essayé de faire depuis 15 ans avec le NL Contest. On a eu la chance de t'accueillir il y a 2 ans aussi. C'est vrai que par exemple les riders, il y a 20 ans, 25 ans, ils n'avaient pas leur place sur les trottoirs, sur le mobilier urbain. Aujourd'hui, on a notre place sur le trottoir, sur la rue, sur la route. Et les gens, quand ils nous voient rider un spot, ils s'arrêtent, ils nous disent ouais c'est bien. Et ça contribue aussi avec la génération. Alors dans le graffiti, il y a aussi, d'ailleurs, on organise une conférence, un peu de publicité la semaine prochaine, le 17 au Grafalgar, le graffiti condamné à la rue. Il y a aussi un certain nombre d'artistes graffiti qui considèrent que le graffiti doit rester vandale, doit rester dans la rue et ne doit pas passer en galerie. Toi, tu as fait le choix, et ça s'est fait naturellement aussi, de faire des expositions et d'être en galerie. Qu'est-ce que tu leur réponds justement à ces gens-là qui pensent que le graffiti doit rester underground, doit rester dans la rue et doit rester vandale? Super. Super. Puis ils ont qu'à taguer sur les fresques des gens qui travaillent. Et puis ils ont qu'à, enfin, je sais pas. C'est hyper réducteur de penser comme ça. Surtout que ce qui va se passer, c'est que dans 10 ans, ces personnes-là, ils vont essayer de faire des tags et essayer de les vendre en galerie en se disant, il y a un créneau parce qu'on n'a rien, on va grandir. Au bout d'un moment, ça sert plus à rien de saloper. Je veux dire, même moi, j'adore le tag, j'adore ces trucs-là, mais qu'est-ce qu'il y a de revendicatif quand on écrit son nom comme un teubé et qu'on insulte tout le monde et qu'on est d'accord avec rien et qu'on salit sa propre ville en faisant des raccourcis en disant mais ça c'est l'État, ça c'est telle personne. Alors que des fois c'est pas l'État ou telle personne, des fois c'est un petit vieux, il a une baraque qui se fait saloper son truc par un tag. C'est abusé, au bout d'un moment on peut prendre conscience de ces choses-là. On n'est pas dans les années 90 là, on n'est pas dans les années 2000 où il fallait défoncer toute la rue, taguer partout. Ok, c'était la fête, c'était cool. Moi j'adore ça, j'ai envie de taguer, mais j'ai envie de faire des tags partout, j'ai envie d'aller faire un flop, c'est normal. Mais je sais pas, c'est souvent un discours de personnes qui sont jeunes, qui n'ont pas de responsabilité, qui n'ont pas d'enfants, qui n'ont pas tout ça. Je veux dire, moi, j'ai pas une grande carrière de vandale pour la simple et bonne raison que j'avais de la prison avec sursis pour autre chose. Donc, si j'allais faire un tag dehors pour assurer ma testostérone, déjà, j'étais cramé avec ma tête de Grumps, avec la musique. Donc, bah voilà, tu vas te faire péter pour un tag. C'est un choix de vie. Moi, je suis pas contre ça. Je respecte ça, en fait. Parce que la seule chose que je respecte pas dans cette démarche-là, c'est de pas respecter, de rien respecter. Et ça, je trouve que c'est pas normal parce qu'à rien respecter, il y a plus personne qui va s'entendre. C'est cacophonique, c'est n'importe quoi. Et tout ce qu'on va y gagner, c'est que autant eux que nous, à la fin, on va se faire effacer nos peintures, on va se faire effacer nos tags et tout parce que il y aura trop une saturation et les gens ils vont en avoir marre. Donc je sais pas, j'ai pas de, je suis juste contre la connerie en fait. C'est-à-dire que des fois, au bout d'un moment, on peut être engagé et tout ça, mais ça veut pas dire qu'on peut tout s'autoriser aussi non plus quoi. Et puis on a grandi, voilà. Exactement, on a grandi. Et justement, à l'opposé, il y a la tête de gondole un peu du street art. On a eu une discussion assez mouvementée. Enfin, hier, tu as eu une discussion assez mouvementée, notamment avec Alex One. Ah non, commence pas. Hein. Donc, on parle de Banksy rapidement. Non, on parle pas de Banksy. Qu'est-ce que tu penses justement Je pense à rien du tout. Je m'en fous, j'ai pas envie de parler de ça. Est-ce que tu penses qu'il apporte quelque chose aujourd'hui à la culture? Je n'ai pas envie de me prononcer là-dessus. D'accord. On va passer. Est-ce que vous avez des questions déjà un peu sur ce premier temps de la conférence? Non, n'hésitez pas, n'ayez pas peur. Je regarde si sur le live, on nous pose des questions. Si, il y en a qui est là-bas, qui est là-bas. Ah, Juliette, si tu peux lui ramener le micro. Est-ce que tu pourras te présenter aussi? Salut. Je crois que le micro n'est pas allumé. Merci. N'hésitez pas en live sur le Facebook de nous poser des questions aussi. On pourra rebondir assez rapidement. C'est pour ça que j'ai mon téléphone. Hein, Bonsoir tout le monde, je suis Raphaël. Salut Raphaël. Salut. Moi, c'est par rapport un peu à la question où tu faisais la
la distinction entre, on va dire, vraiment quelque chose de vandale et, cette acceptation en fait qu'il y a de plus en plus du graffiti, et tu dis post-graffiti et street art. Et en fait, je trouve que le vandalisme tel que vous en parlez tous les deux, je trouve que il n'est pas du tout accepté. Et, et du coup, est-ce que pour moi, il y a vraiment une question de beau. Est-ce qu'on présente comme étant beau, comme étant acceptable dans la rue? Et est-ce que enfin, la différenciation, je trouve qu'elle est, elle est très fine. Et je voulais savoir si tu pouvais, si vous aviez envie un peu de développer là-dessus. En fait, c'est simple. Savoir faire un flop et un tag, c'est un truc le plus important quand tu viens du graffiti ou tu fais du street art. Et c'est le truc purement vandal. Et ça ne te parle que c'est des trucs où on se parle entre nous, en fait. Donc déjà, c'est une niche. Et on est entre nous et on tag. Donc déjà, en fait, on va faire quoi? On va prendre la rue, nous, les vandales, et emmerder tout le monde à 800 personnes à se reluquer le tag et à regarder notre testostérone et salir tout pour tout le monde. Ça s'appelle pas trop du vivre ensemble, tout ça. Moi, je suis pas contre le vandal, je kiffe. Mais il faut aller vandaliser des trains, il faut aller vandaliser des trucs sérieux, quoi. Il faut pas aller vandaliser un petit vieux qui fait son taf. Il faut pas aller vandaliser une maison, ça n'a aucun sens. C'est la personne qui se l'a payé, ça n'a aucun sens. Même moi, quand je taguais, j'avais des remords des fois. J'avais des remords parce que franchement, au bout d'un moment, quand tu grandis, c'est un peu stupide. Donc je comprends pas l'acceptation d'accepter le vandal. Le vandal, justement, le concept, c'est que t'as pas à l'accepter, tu le subis. Donc du coup, c'est quelque chose qui est là et qui est ici. Nous, on fait pas la guerre du vandal, on repasse pas du vandal, on respecte. Il y a une règle dans le graffiti que souvent les gens ils oublient. C'est quand tu vois un graphe sur un mur, tu repasses de haut en bas. Sinon, il y a un problème, tu vois. Et ça, c'est la règle, c'est la règle avec tout le monde. Si tu veux repasser un chrome, et que tu fais ça propre, de haut en bas, normalement, la personne qui a fait le chrome, il va respecter. Mais aujourd'hui, ça n'a plus de sens. Parce que le mec, il se dit, non, le chrome, c'est mieux que ce que tu as fait. Donc, du coup, en fait, si on s'entend plus et que, du coup, c'est la guéguerre entre le vandal, le street art et tous ces trucs-là, ça, pour moi, ça n'a aucun sens, en fait. Ça n'a aucun sens. Parce qu'en fait, c'est pas ça, être hip-hop. C'est pas, déjà, c'est pas se faire la guerre entre nous, à la base. C'est essayer de se serrer la main et de se donner des skills, des tuyaux, tu vois. Moi, j'ai plein de potes vandales. Et ben, on rigole, ils nous amènent, on fait des petits guettas dans la rue, on essaye de faire ça en âme et conscience, mais on n'en abuse pas. Parce que voilà, après, il y a des gens pour qui c'est la spécialité. Et ben, ça déchire. Moi, il y a plein de mecs, c'est mes héros. Quand je vois des flops tout le temps, je dis, ah putain, lui, il doit se gaver, ça doit être vachement marrant, c'est un truc de fou. Mais il y a un moment, faut être rationnel. J'ai 42 ans, j'ai 2 filles. Quand on me dit, vas-y, ouais, truc de ouf, vas-y, tu vas être un super-héros, je suis là, je fais, bah non, j'ai pas envie d'être un super-héros, frère. Tu vois ce que je veux dire? C'est, au bout d'un moment, quand t'as grandi, bah, tu comprends tout ça, quoi. Après, dans le Vandal, il y a des trucs, c'est comme aller faire des trains, aller faire des interrails. Il y a un truc dans le graffiti de rencontre qui est autant dans le Vandal que dans la fresque. Où en fait, comme c'est un petit monde de marginaux, où on voit pas notre tête, on a ce truc-là qui, dans le hip-hop, fait qu'on en a vraiment, là, pour le coup, rien à cirer de la race de la personne, de son origine, de ses goûts musicaux, de sa drogue ou quoi que ce soit. Parce qu'en fait, ce qu'on a en commun tous, que ce soit vandal ou street artiste, c'est que quand tout le monde, ben, tous les jeunes, votre activité, c'est d'aller en club ou de vous amuser, d'aller danser, tout ça. Nous, on faisait partie des marginaux qui avaient envie d'être dans un terrain vague avec de la rouille ou la nuit sur une voie à se faire écraser par un train juste pour faire comme ça s'appelle, une voie ferrée, quoi. Et on avait tout ça en commun. Donc déjà, on pouvait pas en parler à quelqu'un qui était normal ou à nos potes qui étaient là, vas-y, on va en club cette nuit et tout ça. Et déjà, ils ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas. Et ça, c'est un truc qui est super riche dans le hip-hop et dans le graffiti en général. Du coup, c'est un débat qui a toujours été, en fait, le vandal, le graffiti, le légal et tout. Ça a toujours été une guéguerre de merde qui sert à rien du tout, de toute façon. Moi, c'est pas, je tolère tout le monde, en fait, à partir du moment où les gens rentrent pas trop dans un truc qui est intolérable. Est-ce qu'on peut juste fermer la porte parce qu'on entend un aspirateur et je crois qu'ils vont commencer à manger aux rues d'ailleurs. Merci.
J'aurais kiffé. Est-ce que ça pourrait être, par exemple, acceptable? Est-ce que tu penses que, ouais, est-ce que ça aurait été accepté ou pas? Vu ta position aussi, peut-être où tu es plus reconnu. Et Moi, je pense que si on veut faire un truc un peu vandal comme ça, on va chercher quelqu'un qui est légitime. Et là-dedans, c'est pas moi qui suis légitime. Après, j'aurais bien voulu vous faire un flop géant, j'aurais kiffé, mais je crois que je me serais compris tout seul. Donc du coup, ça aurait été pas trop un partage. Ça, tu vois. Donc non, 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 justement, moi, je kifferais parce que moi, ce que je regrette des fois justement, dans les choix des gens et dans la curation ou dans le choix des œuvres, c'est que souvent, on est dans le muralisme et dans les trucs qui tournent autour de la même chose, quand même, de l'illustratif. Et du coup, on oublie un peu d'aller chercher des mecs aussi qui sont légitimes, qui sont vandales et qui ont créé un taf de vandales et qui font des trucs hyper chelous, des fresques hyper chelous et hyper agressives, mais qui peuvent aussi avoir leur place dans le contexte. Moi, au contraire, je me surprendrais de voir ça et j'en serais content. C'est ce que je fais avec mon festival. Moi, dans mon festival, j'invite des gens qui font autant des papillons, des poissons, des trucs hyper trash, des trucs hyper gentils, des meufs, des mecs, des super vandales et des super gentils. Je pense que la place, c'est pour tout le monde, quoi. Si en fait on fait pas partager vraiment le truc de manière juste et légitime et qu'on commence à trop avoir des considérations qui sont de toute façon stupides, on n'avance pas, quoi. Et c'est pas très hip-hop, quoi. Et après, je comprends que tout ce genre de questionnement en ce moment soit comme ça. Puisque de toute façon, le hip-hop, c'est segmenté. Les gens qui viennent dans le hip-hop ne comprennent pas. Par exemple, les nouvelles générations, ils vont s'intéresser au graffiti, mais ils vont un peu oublier que c'est hip-hop, en fait. Ou ils vont s'intéresser au rap, mais ils vont pas s'intéresser à la danse, et au graffiti et au scratch. Et ben, c'est pareil pour le scratch, et c'est pareil pour tout ça. Et vraiment, nous, à notre époque, c'était pas comme ça, en fait. Tout est lié, en fait. Tout est lié. On pouvait se retrouver à des battles de danse à regarder nos potes. Ouais, et du coup, je voulais une formation, en fait, qui m'allait et qui me correspondait, en fait. Et ce qui me correspondait, c'était, comment on appelle ça? C'était l'art en général. Au début, je voulais faire du dessin animé. Et un jour, je me suis intéressé un petit peu à la peinture et j'ai découvert Jackson Pollock. Et, euh, et ça m'a changé le cerveau, en fait. Et du coup, j'ai voulu faire de la, j'ai voulu faire de la peinture abstraite. Il a changé de micro. Yo. Ouais, j'ai voulu faire de la peinture abstraite, en fait. Mais ça, c'était à l'école, c'était un fantasme. Et, euh, et grâce à l'histoire de l'art dans l'école comme les Beaux-Arts, je me suis dit, bon, bah, c'est cool, ça va pas être chiant comme les arts appliqués. Ça va pas être un BTS de graphiste. Et ça va pas être tout ça, tu vois. Donc, du coup, je suis allé dans cette école, j'ai pris ce que je pouvais apprendre au max, parce que j'avais pas de bac, j'avais rien du tout, en fait. Et quand je suis sorti, je suis allé faire graphiste directement en agence, donc vraiment de l'institutionnel et du pourri pour, euh, pour avoir un métier tout de suite. En fait, c'était ça, quoi. Quand je suis arrivé aux Beaux-Arts, j'ai tout de suite compris que je pouvais pas me prétendre artiste, en fait, et me concentrer directement dans la peinture abstraite et tout ça. Parce que dans le contexte, dans l'époque, la dynamique a été simple. Je voulais avoir un métier tout de suite parce que j'avais ma mère qui m'aidait et tout ça, mais elle m'a appris la vie correctement. Fallait tout de suite travailler et trouver quelque chose qui était raisonnable. Et du coup, en fait, quand tu cherches une formation ou tu cherches quelque chose, tu peux joindre l'utile et l'agréable, en fait, ensemble, tu vois. Tu peux mettre les deux. Tu peux mettre on va dire, tu ne seras pas tout de suite un artiste ou une personne qui va défoncer. Mais par contre, tu peux et c'est pas rationnel, c'est un caprice tout de suite d'être une star et tout ça. Par contre, tu as quand même envie de le faire, mais tu trouves un métier alternatif. Tu ouvres un studio d'enregistrement et tu fais des séances à des gens. Et là, en fait, tu as un autre métier. C'est un peu plus chiant, mais c'est un métier corporate où là, il y a vraiment de la demande, tu vois. Et ben, moi, à l'époque, c'était graphiste. Graphiste, c'était un métier. Il fallait être graphiste parce qu'il y avait de la demande. Chaque boîte voulait un graphiste, les agences voulaient un graphiste. Donc, contrairement à tous les élèves des beaux-arts, ou pratiquement les autres, j'étais pas dans un délire de ouais, je fais de la peinture, je fais des trucs super concept et compagnie. Non, il fallait que s'il y a de l'argent. Sinon, je fais pas. Alimentaire.
Ouais, ou alors il faut que le projet, les gens me laissent vraiment maintenant les manettes en fait. Ils vont me dire ouais, je vais faire une affiche, alors on veut notre logo en haut. S'ils commencent à me demander où je veux mon logo en haut, du coup je ferai pas l'affiche. C'est dans les contrats ou dans tout ce qui tombe et tout ça. Déjà, c'est déjà débattu à l'avance avec les clients en général et avec tout ça. Par exemple, pour Hip Hop Session, l'affiche du festival, je leur ai dit, je fais ce que je veux, je vais faire une affiche abstraite. Vous êtes déjà en place, vous n'avez pas besoin d'avoir vos trucs. Je veux dire, lâchez-vous, quoi. Faites enfin des affiches qui sortent du lot et tout ça. Du coup, si je peux le faire, j'utilise mon médium graphique pour faire du graphisme, mais on va dire ce que j'appelle les grumseries, tu vois. Tous les dessins que je faisais quand j'étais, on va dire ce qui a fait un peu mon succès avec la RATP, avec Swatch, avec toutes les marques et tout ça. En fait, c'est quelque chose aussi dans lequel tu peux t'enfermer rapidement. Et je me suis vachement bien amusé. J'ai gagné plein d'argent pendant 10 ans. J'ai fait le tour du monde avec ça. J'ai kiffé, c'est dingue et tout, mais il y a un moment, j'ai pas envie de faire la même chose tout le temps. Et puis il y a un moment, ouais, ça me gonfle. Et je trouve ça, à la fin, avec du recul, je suis super fier de ça. Ça m'a rassuré d'avoir des contrats et de m'en sortir dans la vie et de pouvoir, on va dire, on va dire, m'assumer comme une personne normale et réussir dans mon travail. Mais en fait, dans le fond, c'est pas ce que je veux maintenant aujourd'hui. En fait, j'avais l'opportunité de faire que du grums avant, mais c'était du grums graphique. Parce que j'avais trouvé une alternative qui faisait que les marques ou n'importe qui pouvait demander cette alternative pour son produit. Mais c'était quand même cadré, il y avait une contrainte. Et donc, avec une contrainte, il n'y a pas de démarche. Et je crois cruellement, plus ça va, plus je peins, plus je dessine et tout ça, plus, en fait, j'arrive pas à faire un truc qui n'a pas de sens. Mais c'est vraiment, avant, je n'avais pas ces considérations-là, en fait. Et plus ça avançait, plus il fallait que les choses elles aient un sens. C'est-à-dire que quand je fais des travaux abstraits, il y a une démarche. En fait, je déconstruis les réflexes qu'on a accumulés avec le graffiti, c'est-à-dire les petites flèches, la déco comme ça, la 3D, le tag, le machin, le truc. Je prends tous ces codes-là, en fait, et je les casse dans tous les sens pour les redispatcher sur le mur d'une autre manière, pour en fait créer cette espèce de dualité ou de problématique où les gens, en fait, ils savent plus trop si c'est du graffiti ou si c'est de la peinture ou si c'est de l'art. Parce qu'il y a plein de gens, des fois, ils arrivent, ils font: «Oh, mais ça, c'est pas du graffiti, monsieur, c'est de l'art». En fait, c'est trop bizarre. Mais ça crée ça, en fait. C'est créer un nouveau langage, une peinture qui va m'être propre à moi. Et ça, c'est quelque chose que je fais maintenant que depuis 3 ans. Et il je suis qu'au début de la longue maturité du truc, en fait. Je viens juste de comprendre parce que voilà, ça a un sens. Et quand je fais ce chat, c'est pareil, ça a un sens. C'est pourtant le problème maintenant, c'est pas le médium que j'utilise, c'est qu'il faut que ça ait un sens. J'ai passé peut-être ma vie à m'entraîner et ma vie à comme ça, à trouver, à faire du graphisme, à faire des sculptures, à faire tout ça, plus ou moins des fois avec le même style ou le même vocabulaire. Et aujourd'hui, bah, j'ai plus trop envie de faire du graphisme, ou de la publicité, purement. Ça me saoule. Aussi en même temps parce que c'est assez marrant de demander à un graffeur finalement de faire une campagne de pub ou Ah, c'est marrant, ça va avec, ce qu'il disait tout à l'heure, en fait. C'est-à-dire qu'à l'époque où ça s'est passé, moi, j'avais pas de considération de vandale. J'étais déjà cramé, j'avais eu un problème avec la justice, en fait. Donc du coup, j'allais pas risquer d'être un vandale. Alors oui, je faisais des tags, des conneries comme ça, mais en fait, non, moi, je l'ai plutôt vu comme, tu imagines, tu pub à toi dans le métro comme Booba, sauf qu'on t'a payé pour l'avoir. Du coup, j'ai kiffé, hein. Ça avait rien à voir. Après, c'était peut-être les premières fois qu'il y avait ce genre de graphisme sur des affiches publicitaires. Donc du coup, ça faisait des choses vachement modernes, pour l'époque et l'œil du public était vachement attiré, donc c'était c'était dingue. quoi la campagne? C'était la campagne de la carte imaginaire. De la pardon? De la carte imaginaire, La carte imaginaire. ouais. Et Et tu avais fait quoi? Parce que je la vois pas du tout. j'avais fait, 4 affiches, super grandes pour le métro et pareil, les affiches abris de bus, donc dans tout le réseau ferroviaire parisien. Des fois, tu avais une station complète avec, tous les visuels, tous C'était les quoi dessins. comme style du coup sur l'affiche? C'était le style d'avant, le style, avec toujours les fonds noirs, les formes, les petits dessins un petit peu naïfs, mais toujours un OK. petit peu graphiques et tout ça. C'était ça. C'était toute cette époque-là.
cette époque d'avant. D'ailleurs, tu as fait beaucoup de flyers aussi pour des soirées et des événements sur Strasbourg. C'était donc cette époque-là aussi. Notamment avec KM3 qui aujourd'hui est sur Paname. Alors on va passer justement à l'œuvre que tu as réalisée là les derniers jours. J'ai toujours fait des chats. J'aime bien les chats. Je suis un chat. Tu retombes toujours sur tes pattes. Non, c'est pas ça. En fait, c'est un message adressé tout d'abord à mes deux filles. C'est totalement paternel, on va dire. Et en même temps, c'est donc adressé à tout le monde, dans une époque un peu compliquée. En fait, il faut toujours savoir faire comme le chat, il faut toujours savoir retomber sur ses pattes, en fait. Et souvent, en fait, les gens ne prennent pas spécialement d'initiative, de risque, et de... Les gens n'osent pas, en fait. Les gens, ils n'osent pas, ils oublient qu'en fait, dans la vie, il faut travailler. Et dans le travail, en fait, il faut commencer par nettoyer les chiottes, puis après nettoyer le lavabo, et après nettoyer la salle de bain. Et là, tu vas pouvoir passer à nettoyer la cuisine. Et ça, c'est un truc, en fait, les gens, ils oublient avec les réseaux, avec l'instantané, avec la facilité, avec tout ça. Et souvent, en fait, ils regardent ta vie, ils disent, ouais, mais toi, tu as de la chance et tout, comment tu as fait ça, comment tu as réussi à faire tout ça. Et en fait, il n'y a pas de chance. La chance, déjà, ça n'existe pas. Le talent, à mes yeux, ça n'existe pas. Le talent, c'est un truc qui s'appelle le travail. Parce que tu as beau avoir du talent ou être doué, si tu ne l'exploites pas, tu seras jamais aussi intéressant que quelqu'un qui n'a pas de talent et qui va tout faire pour en avoir, tu vois. Donc, du coup, le message, il est clair. C'est de jamais oublier qu'il faut prendre des risques dans la vie, en âme et conscience, et toujours rebondir, en fait. Rien n'est grave. Tant que tu ne meurs pas, rien n'est grave. Il faut aller de l'avant, et quand on veut quelque chose, il faut aller le chercher, en fait. La fin justifie les moyens. C'est tout. Faut être motivé, faut être déterminé, faut être positif. Il faut comprendre, en fait, si tu choisis d'être artiste demain, bah, souvent les réseaux et tous ces trucs-là, ça t'explique pas, en fait, c'est quoi la réalité du truc. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai ce masque et je vous fais chier tous avec le son. Hein. C'est parce que tout ceci n'a pas de sens, en fait. On est en train de vivre dans un monde de notes, d'instantané, de rapidité, de consommation directe, de success story, en fait. Et en fait, on en oublie la réalité. On en oublie les vrais chiffres et on en oublie, en fait, de comment ça se passe. On veut tout de suite sauter des marches et tout ça. Mais le concept de la vie, à mon avis, c'est de faire toutes les marches pour tout le monde. Ça veut dire que si tu as sauté 10 marches, à un moment, tu vas retourner en bas. Et je crois qu'on raconte à personne et à aucun jeune l'histoire de retourner en bas quand tu as sauté des marches. Parce qu'on retient que, par exemple, 2-3 stars ou 2-3 personnes pour ce qu'ils ont fait. Mais là, c'est bizarre, il y en a beaucoup, on s'en rappelle plus. Et le problème, c'est que le problème de la majorité de tous ces gens-là, ils n'ont pas forcément des belles histoires. Parce que être allé vers le succès ou être allé vers l'artiste, c'était pas aussi simple que ce que ça paraissait, en fait. Du coup, en fait, c'est aller trop vite. Tout va trop vite en ce moment. Et je pense que nous, là, tous les humains, on devient dégénérés, en fait. On est en train de péter tous des plombs à cause de tout ça, quoi. Parce que ça nous dépasse. Et puis, ça va beaucoup trop loin, en fait. Si on prend pas des initiatives et qu'on se laisse porter comme le font les nouvelles générations, comme les anciennes, et qu'on ne se sent pas investi du truc et qu'on fait rien pour changer un petit peu le monde à notre échelle, il n'y a rien qui va se passer. Est-ce que c'est une réflexion que tu as depuis longtemps ou c'est un truc que tu as germé pendant le confinement? Non, moi, j'ai toujours été comme ça. Le voyage, quand tu voyages, ça te fait voir des réalités, des choses différentes partout. Et en fait, tu n'as pas Des le. cultures différentes. Ouais, quand tu es élevé d'une certaine manière où tu ne fais pas de distinction entre un gay, un hétéro, un chat, un noir, un blanc, pour toi, tu es élevé comme ça, en fait. Déjà, tu arrives dans un monde qui est violent parce qu'en fait, tu vois que les gens, déjà, ils pensent pas comme ça tous, tu vois. Du coup, tu en souffres et tout. Puis après, tu vois qu'il y a d'autres gens qui sont beaucoup moins stress de la vie et ils ont beaucoup moins de choses aussi. Et ça leur pose pas de problème. Donc, en fait, si tu t'ouvres vers les autres, tu comprends qu'en fait, le respect, l'amour, toutes ces choses-là, c'est des trucs quand même, c'est le plus important, en fait. Et que là, tous ces réseaux, toute cette manière de consommer qu'on a, c'est pas respectueux de la maison dans laquelle on habite. Et on est en train de s'auto-tuer, en fait. Et c'est pour ça que des fois, les gens ne me comprennent pas. Ils me disent, mais pourquoi tu fais pas du rap? Pourquoi tu vas pas faire des concerts? Pourquoi tu vas faire tout ça? Parce que j'ai déjà fait assez de concerts. Et parce que j'en ai plein le cul. Et parce que quand j'ai fait de la musique et que j'étais sur la scène,
c'est parce que je traversais quelque chose qui était compliqué avec une de mes filles et que ça m'a sauvé la vie de faire du rap. J'ai crié, j'ai sauté, j'ai fait des choses comme ça, mais le milieu de la nuit, le milieu de la musique, c'est un milieu où bah, tu te fonces dès la nuit, tu bois de l'alcool, tu fais n'importe quoi, tu es dans un train, tu as voyagé, tu n'as plus de santé. C'est cool, c'est passionnant, mais la réalité, elle n'est pas pareille. Parce que les gens de la nuit, tu vois, quand tu es une star, t'es pas pris comme une personne normale. En fait, déjà, les gens ils viennent voir en pensant que t'es pas la même personne, en fait, alors qu'ils pourraient te parler normalement. Et en fait, tu vois, les gens, ils oublient. Et maintenant, devenir une star, on dirait que c'est cultiver l'inaccessibilité, mettre une distance. Mais on dirait que maintenant, il y en a qui prennent plaisir à faire ça. Et moi, franchement, je suis pas comme ça humainement. C'est pour ça que quand je dis à mes filles qui se prennent avec leur selfie toute la journée comme ça, et ben, je leur dis, tu sais, ça c'est un peu con ce que tu fais et tout, mais tu vois, si j'ai un message avec mes filles et qu'on retrouve mes clips où je me crache dessus quand j'étais jeune sur Internet, et que je lui dis, tu sais, faut pas faire ça, et qu'il y a le clip sur Internet, je vais pas avoir l'air très... C'est pour ça que tu as enlevé pas mal de tes clips aussi, c'est c'est pour ça? ça que j'ai enlevé tous les clips, c'est pour ça que j'ai mis un masque, et c'est pour ça que j'ai décidé de ne pas répondre aux médias. Là, je le fais correctement, gentiment et tout ça, mais c'est parce que ça sert plus à rien. Est-ce que tu penses aussi que les réseaux sociaux, finalement, ont fait qu'accentuer cette problématique-là de je vais être une star, je vais être inaccessible? Et deuxième question, comment toi, est-ce que tu utilises les réseaux sociaux aujourd'hui? Imagine, quand ton enfant, le soir, il te parle, tu vois, ton adolescent, il parle, et il va te dire, tu sais, je suis un peu triste parce que je suis pas populaire. Tu t'imagines que maintenant, les enfants sont archi-sexualisés, comme ça, facile. Leur vie, eux, c'est pas des magazines, l'écho des savanes avec des pages collées. C'est directement, ils ont YouPorn sur leur téléphone déjà en 6e. Et là, elle est là, la réalité. Et que tout le monde, en fait, tout le monde en a rien à foutre, en fait. Et que, bah, voilà ce qui est en train de se passer. Donc, c'est normal que si on débride tous les jeunes et que on fait que balancer que des conneries, c'est normal qu'on devienne tous un peu cinglés, quoi. Et qu'on se pose aussi des questions. Moi, je le comprends, je me mets à la place des jeunes aujourd'hui. Et en fait, ils en arrivent à tous douter parce qu'en fait, ces manières de communiquer, de réseau et tout, te donnent l'impression qu'en fait, d'autres, ils ont une vie plus facile que toi et tout. Sauf qu'en fait, la réalité, elle est pas là vraiment, quoi. C'est ça qui est triste, en fait. Et que ça va dans un mur, quoi. Ça te fait en oublier que pour trouver un travail, il faut d'abord aller nettoyer des chiottes si t'as pas de formation, quoi. Et puis, si tu veux monter les échelons, il faut monter tous les échelons. Et c'est pas genre, ah, bah, je vais sponsoriser un truc, je vais faire machin, puis je vais faire ça, et puis du ratio, et comme ça, j'aurai tout niqué, ou je vais... Enfin, faut pas oublier, en fait, que ça a été pareil pour tout le monde, ça a été pareil pour nos parents, nos arrière-grands-parents, le travail, c'était pas la fête, quoi. Et aujourd'hui, c'est la fête. Maintenant, même des jeunes, ils choisissent le travail qu'on leur donne. C'est genre, ah non, mais moi, ça, je fais pas. Mais c'est hallucinant. C'est complètement hallucinant. Donc, voilà, je boycotte, en fait, le fait que notre tête, à partir du moment où elle est sur Internet, elle nous appartient plus, en fait. Et quand j'ai fait des clips et de la musique et que j'étais mis sur Internet, ben, je l'ai fait dans un moment, j'ai kiffé de fou, j'étais là, je fais: «Ah, c'est super et tout», mais je faisais pas du clip pour marketer quelque chose ou pour faire de l'argent. Je faisais un clip parce que c'était artistique, parce que le montage, parce que l'échange avec le réalisateur, en fait, il m'intéressait et j'avais aucune idée de l'impact des images qu'elle pouvait avoir sur d'autres personnes. Et quand j'ai grandi, j'ai souffert de ça parce que j'ai vu qu'il y a des gens qui récupéraient des choses que je faisais pour en faire un commerce ou un business ou un truc comme ça et qu'en fait, ils comprenaient pas ce que j'avais fait. Et c'est là que je me suis rendu compte en grandissant, en étant un père, que, en fait, on doit faire attention aux images qu'on balance. On peut, on doit prendre conscience qu'on a tous une responsabilité là-dessus, en fait. Et que là, on est en train de se prendre un boomerang de choses qu'on a laissées passer et qui nous reviennent dans la gueule. Parce qu'en fait, je suis désolé, mais on peut pas tout montrer. En plus, il y a un peu de philosophie dans tout ça. Voilà, encore une nouvelle corde à ton arc. Pour revenir un peu du coup sur l'œuvre que tu as réalisée, comment tu l'as intitulée? Un chat retombe toujours sur ses pattes.
il y a un sens particulier. Enfin, il y a... Je crois que tu peux pas faire plus explicite qu'en regardant le mur et en voyant, quoi. L'idée, en fait, c'est j'ai présenté 2 choses. J'ai vais faire un truc abstrait, comme je faisais, et faire un truc totalement graphique. Je 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 trouve c'est marrant de revenir à un truc où, en fait, avec juste un aplat de noir gigantesque, tu peux passer une information beaucoup plus 7 à 77 ans qu'un truc où tu vas rentrer dans les contrastes, où ça va être compliqué, où tu vas essayer de donner tout ça. Non, là, ce qu'il fallait, c'est faire peut-être du graphisme et de faire un truc un peu léger et en même temps complètement débile. Et moi, ça me fait plaisir d'avoir fait cette œuvre. Et, euh, et ce qui me fait plaisir, c'est que en fait, j'ai l'impression que j'ai envie d'en faire maintenant sur tous les gros bâtiments, des chats stupides comme ça. Et parce que ça a vraiment un sens, parce que je peux faire à chaque fois un petit message comme je fais, ce que je l'ai déjà fait avec les chats. En fait, j'ai un petit langage où chaque fois il y a un jeu de mots, tu vois, comme chat-bit, bah, c'est un chat en bit. Tu sais, Ça aurait pu être chat perché aussi. Hein. ça aurait pu être chat perché aussi. Voilà, ça l'était pas, mais bon, ça a été un chabin, tu vois, un rabbin avec un chapeau, tu vois, enfin des trucs débiles, quoi. Et c'est un langage juste graphique avec lequel je peux m'amuser. Et c'est vrai que pour faire passer un message léger ou pour un peu déconstruire cette architecture un peu lourde et, excusez-moi le terme, de poulet élevé en batterie, euh, c'est dur pour les étudiants, mais bon, on a tous vécu pareil. Bah, je trouve que c'est cool de pouvoir apporter à quelque chose qui va un petit peu. C'est pas prétentieux en fait, c'est un petit peu de légèreté et, sans être trop agressive et que tout le monde s'y retrouve un peu en fait. C'était pas quelque chose de promotionnel ou c'est pas. Et il me semble aussi que c'est finalement le plus grand mur, la plus grande façade que tu as réalisée. Comment tu as vécu un peu ta prestation sur la nacelle? J'étais là, je l'ai vu. Bon alors, d'abord, l'organisateur, ton associé Stom là, c'est ça lui? Déjà, il a déjà une lettre d'avocat. Il va perdre son métier. Non, 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 franchement, ça va, c'était cool, mais c'était vraiment effrayant, quoi. Parce que j'ai le CACES international, donc du coup, je connais un petit peu toutes les machines et tout. Mais il y en a, je les connais, mais je les ai pas toutes essayées en vrai, quoi. J'ai quand même le permis pour le faire, mais je l'ai pas essayé, quoi. Et du coup, là, c'était la première fois que j'ai essayé un ascenseur nacelle, et c'était effectivement le plus gros mur de ma vie en hauteur. Et ben, franchement, je me suis chié dessus, hein. Mais comme jamais, quoi. Jamais je me suis chié dessus comme ça, c'était affreux, quoi. J'avais les jambes qui claquaient. C'était chaud, quoi. C'était chaud, quoi, de s'habituer à ça. En fait, j'ai pas le vertige, mais j'ai la peur du vide. C'est-à-dire que je comprends pas quand je suis dans un avion et que j'ai le vide, tu vois. C'est quand c'est la suspension par au-dessus, en fait. Ça m'effraie, en fait. C'est quelque chose que je trouve pas normal, quoi. Alors que si j'étais dans une nacelle avec un bras, j'aurais pas cette sensation de vide, tu vois. J'aurais cette sensation de hauteur, mais j'aurais pas cette sensation de vide. Donc, du coup, comme ces deux câbles qui, en plus, bougent, quand tu es à 59 mètres du sol, comme ça, et que ça bouge comme ça, et que ça bouge comme ça, et que le mec qui t'aide, il fait 120 kilos, et dès qu'il bouge, ça fait. On remercie d'ailleurs Julien, un bénévole de Colors, qui t'a accompagné pendant toute la performance pour te rassurer et t'aider un peu à piloter la nacelle. Franchement, c'est mon héros. Il m'a sauvé, je te jure. Non, franchement, il m'a rassuré. Parce que je me suis dit, si je tombais avec un mec de 120 kilos et qui s'en fout de tomber, après tout, bah, faut que j'essaie de me concentrer et que je m'en foute. Mais voilà, ça s'est bien passé. C'était cool, quoi. C'était juste les jambes qui tremblaient un petit peu dès que tu commences à dépasser un tiers du bâtiment. On se rend pas compte, mais ça fait 10 étages quand même, le bâtiment. On est à 7 étages et après encore 2 ou 3 étages surélevés, effectivement. Ça fait un gros chat. C'est sans doute la plus grande bête et le plus grand chat de la ville, hein, je pense. Écoute, j'en serais honoré. Si vous en avez d'autres comme ça, du coup, je reviens, mais on change de nacelle. Hein. On fera une nacelle par le bas. Ouais. Parce que là, c'est une nacelle effectivement par le haut. Et donc, il monte et il descend par le haut avec simplement 2 câbles qui retiennent la nacelle, un peu comme qu'on voit dans les films américains pour laver les vitres des gros buildings. Sauf que c'est pas attaché sur le toit. Sauf que quoi? C'est pas attaché sur le toit. C'est posé sur le toit avec du poids. Ça, on lui a pas montré. On lui a dit à la fin uniquement. Ouais. Non, mais moi, je savais, en fait, c'était juste, il fallait pas monter. En fait, le truc le plus effrayant, c'est quand t'es en haut, tu flippes. Mais tu vois, il y a une sensation à chaque fois, on en parlait hier avec Stom, une sensation quand tu peins, par exemple, quand tu es dans une nacelle ou un truc, et quand tu arrives au dernier endroit du mur,
t'as toujours cette sensation de hauteur, en fait. Alors là, je sais pas si t'imagines cette sensation de hauteur sur celui-là de mur. Et en fait, quand tu dépasses et tu vois ce qu'il y a sur le toit, là, si j'avais vu, en fait, comment c'était attaché, je pense que je serais tombé dans les pommes à mon avis. Il aurait sans doute pas fait Du coup, j'ai pas regardé, quoi. J'ai pas regardé. Et ouais, c'était marrant, quoi. Surtout de signer la décharge pour mourir, c'était bien. On a eu le même cas avec Astro, sauf que Astro, il devait passer souvent par en haut pour brancher la nacelle. Et donc, il a tout de suite vu comment c'était attaché. Et c'est vrai que c'est un peu hallucinant, mais c'est certifié par l'installateur et par un mec qui vient mettre un tampon pour valider que tout est bien monté. Regardez, je suis vivant encore. Hein. Tout va bien. Si vous voulez, je vous fais faire un tour de nacelle, juste si jamais. Faut juste signer la décharge. Ouais, si quelqu'un veut signer une décharge et faire un petit tour, il n'y a aucun souci, ça ne prend pas longtemps. Est-ce que vous avez des questions, justement? Je crois qu'on a une question sur Internet. Alors, on a Louis qui nous demande comment tu arrives à concilier un peu toutes ces facettes de ta vie, les concerts, les enregistrements, le mural, le graffiti, la famille, et si c'est plutôt des faciles à gérer ou stressants, et si tu as des choix à faire parfois. Non, ça va de mieux en mieux, franchement c'est cool, ça commence à se détendre. Déjà, je fais plus de concerts depuis 3 ans, parce que j'ai arrêté les tournées, parce que c'était plus trop compatible avec tout dans ma tête. Je préfère garder le rap comme un médium. Non, enfin, en fait, c'est beaucoup plus simple. Ça, je veux dire, ça fait 3 ans que j'ai fait la paix entre la musique et la peinture. Et depuis que j'ai fait la paix, justement, j'en suis arrivé à cette espèce d'état où je me dis, bah, en fait, le rap, c'est ma signature d'œuvre. Par exemple, là, j'aurais pu faire un petit clip de rap avec un morceau où je fais comment ça s'appelle, un petit plan séquence devant le chat. Je le poste, je préviens personne, rien à foutre, pas de marketing, pas de soucis, pas de système, pas d'emmerdeur, pas de problème. Du coup, c'est comme ça que je me sens libre, en fait. Et le rap, je l'utilise comme ça. Maintenant, c'est vraiment comme ma peinture, en fait, et les deux sont liés, quoi. Et du coup, c'est super gratifiant de pouvoir faire des expositions et de pouvoir partir et d'avoir, du coup, plus de temps pour le faire. Donc voilà, c'est pas toujours évident quand on tombe sur des mois comme le mois de septembre là, et effectivement le festival Colorama, l'hôtel à Marseille, le Colors, le truc en Suisse, la petite expo qui vient. C'est vrai que là, c'est un peu foufou, quoi. Mais bon, voilà, quoi. Parce que c'est vrai que tu débordes d'énergie, tu es hyper actif et donc aussi hyper productif. Et je reviens un peu sur le confinement aussi. Toi, est-ce que tu as profité de ce confinement pour créer des œuvres, ou tu l'as passé avec ta famille, ou tu l'as mis dans l'art, la musique? Qu'est-ce que tu as fait pendant ce confinement-là? Tu as réussi à t'en sortir parce que tu n'avais pas envie de bouger de partout? Mon temps à faire des œuvres avec ma famille. Parfait. Ouais. Du coup, tes filles, elles peignent un peu aussi ou... Ouais, elles peignent des fois, elles dessinent, elles chantent, elles dansent, elles courent, elles font de la mode. Il y en a une qui veut devenir astrophysicienne et qui va aller dans l'espace. Et voilà. Non, c'est cool. J'ai utilisé. En fait, le confinement pour nous, quand on est artiste, c'est pas. C'était un peu étrange la situation. Et pour beaucoup de gens ont commencé à penser, à se dire, ouais, qu'est-ce qui se passe et tout. Parce que quand tu es tout seul avec toi-même et que tu n'as pas l'habitude de pouvoir aller au travail et tout, peut-être que ça te déstabilise et tout. Nous, en tant qu'artistes, en fait, surtout les peintres, quand on est comment ça s'appelle, dans le studio, en train de travailler, on est déjà enfermé sur nous-mêmes, en fait. Donc, c'est un état, en fait, qu'on connaît très, très bien, d'être confiné et d'être tout seul, replié sur soi-même à dessiner ou à peindre. Vous vous autoconfinez déjà, finalement. Et justement, tu parlais de tes filles. Quand on leur demande à l'école qu'est-ce qu'il fait comme travail, papa, elles arrivent à répondre? Ouais, c'est très bien. C'est mes meilleures fins. Ouais, je sais pas comment elles le disent et tout, mais elles prennent ça très à cœur, beaucoup à cœur. Cool. Elles rigolent pas. Est-ce qu'on a encore des questions en ligne dans la salle?
Si on peut lui ramener un micro. Rebonjour. Écoute, tu ne veux pas parler de Banksy, donc on n'en parlera pas. Mais qu'est-ce que tu penses est-ce que tu suis le street art international du style Stick, Jacques, ou même français, genre Invader, tu le connais Je regarde tout, Tout. tout le temps. Tout ce qui est nouveau, tout le temps. Je fais la même chose aussi en musique, hein, c'est pareil. Je regarde autant des trucs actuels que anciens, que tout ça. Donc, non, j'ai pas de jugement. Je trouve ça fascinant. Je trouve ça cool que maintenant ça se démocratise et qu'il y ait du level de partout. Donc, du coup, je m'intéresse à tout. J'ai pas après de choix particulier. J'ai des gens que je préfère dans le style de peinture, ça c'est évident. Mais moi, ça me passionne en fait. Donc, du coup, en tant que curateur de mon festival, je suis obligé aussi de m'intéresser aux autres et de regarder ce qui se passe. Du coup, je m'intéresse à tout ce qui se passe dans tous les pays. Je trouve qu'en ce moment, ceux qui sont chauds, c'est les Russes. Ils sont très, très chauds, les Russes. Ouais. Est-ce que toi, justement, il y a des artistes qui t'inspirent plus que d'autres? Et tu dis, ah bah lui, il m'a beaucoup inspiré dans mon taf. Ça peut être un artiste graffiti street art ou un artiste. Ah non, mais il y en a plein, hein. Il y en a plein. Il y en a plein. C'est autant des artistes comme Cy Twombly ou Picasso ou De Kooning, Keith Haring, Jean-Michel Basquiat, toute la ribambelle, tu vois. C'est autant de. Ça peut être même des Dada, du constructivisme russe, comme ça peut être Moody Man, Tu vas chercher un peu partout, en fait. JD, des gens le Broken Beat, Seiji, London East, ça peut être autant ça, comme ça peut être en street art, Six et Paradise, ou comme ça s'appelle n'importe qui. Enfin, je veux dire, il y a des mecs lourds de partout, quoi. Donc, j'aime tout, en fait. J'aime tout, c'est pour ça que j'ai plein de styles. J'essaie, moi, de cultiver un trait, pas un style, de pouvoir aller dans tous les recoins et qu'on reconnaisse que c'est moi, en fait. Mais c'est inspirant. C'est inspirant de voir que tout le monde peint, tout le monde s'échange des choses. Il y a certes un mimétisme certain entre tout le monde parce que tout le monde s'inspire et tout, mais je trouve que c'est cool, franchement, parce que on est en train de vivre quelque chose de dingue. On est en train de. Tu suis pas les tendances, tu vois, tu fais ce que tu as envie de faire au moment où tu as envie de faire, quoi. Ouais, je regarde les tendances. Certaines tendances sont cool et inspirantes, d'autres moins et tout ça. Mais moi, de toute façon, ça se voit avec le rap et tout ça, j'ai jamais voulu faire autre chose que du moi. Puisqu'en fait, mes pairs en peinture, c'est des gens qui ont des identités de par leur peinture, ou en musique, c'est des gens qui ont des identités, mais qui sont très fortes parce qu'en fait, ils ont aussi une démarche. Et du coup, c'est ça qui me fascine, en fait. C'est comme, par exemple, Jackson Pollock. Ce qui est fou, c'est le résultat des tableaux, il est joli, tu vois. Mais c'est pas ça qui m'a fasciné, en fait, dans le fond. C'est le fait que le mec, il invente une peinture qu'il appelle le dripping, où il jette de la peinture par terre. C'est-à-dire que non seulement il y a le résultat, mais il y a la démarche et l'invention de ce qu'il a fait. Donc, du coup, quand ça a du sens comme ça, c'est fou. Donc, du coup, moi, j'essaye effectivement c'est un peu complexe, mais il faut que j'ai une démarche maintenant et du sens à ce que je fais. Sinon, franchement, ça n'a pas de sens. Donc, j'essaye doucement de rechercher, d'inventer des choses et tout ça pour faire les choses bien. Comme dirait la Secret Connexion, jamais dans la tendance, mais toujours dans la bonne direction. Exactement. Voilà. Tu avais encore une question, pardon. Je voulais juste demander, ça ne te dérange pas, toi, que le street art ou le graffiti s'institutionnalise? C'est-à-dire, par exemple, derrière Macron, tu as OB, il a un clé de l'autre côté. Il y a des grands murales, je sais pas, enfin bref. Beaucoup de prints, il y a beaucoup de street artistes qui maintenant préfèrent sortir des prints plutôt que d'aller dehors dans la rue faire un mur. Les mairies aident, les municipalités. En fin de compte, tout ça, c'est bien, oui. Ouais, je sais pas. Finalement, je m'en bats les couilles. Voilà. Mais c'est vraiment très personnel. Réponse directe. Non, mais c'est personnel. Je préfère, au lieu d'avoir des considérations comme celle-là ou comme celle de Vandal, Street Art ou Galerie, truc et tout ça,
Je préfère me dire que franchement, on est en 2020, je suis pas obligé de me couper l'oreille. Je mange de ce que je fais. Beaucoup peuvent manger de ce qu'ils font. Alors c'est sûr que certains se comportent comme des produits et que leur street art a tendance à vraiment maintenant devenir lui-même un produit et peut devenir une caricature et tout ça. Mais après tout, est-ce que c'est pas normal? Est-ce que c'est pas sur ça qu'on va aussi d'une certaine manière ou d'une autre? Moi, c'est pas mon propos et c'est pas ce que je recherche aujourd'hui, puisque je l'ai été comme ça. Je viens du produit clairement avec le premier succès, on va dire graphique, c'est du produit quoi. C'est des campagnes de pub, des prints du textile, du t-shirt dans tous les sens. Alors certes, avec un côté plus artistique à ce moment-là précis, mais dans le fond, à la fin, avec du recul, ça n'est que du produit, quoi. Et, et c'est vrai qu'on a laissé un héritage un peu douteux, c'est que maintenant, n'importe quel artiste, il a besoin de sentir que c'est important d'avoir son nom à côté d'une marque, de faire une collab. Donc, ben ouais, tout ça, c'est de la publicité, c'est du market, c'est encore ce monde écrasant de publicité qui nous aussi nous retombe dessus. Après, je suis pas contre ça, c'est juste que moi, je trouve ça, je trouve ça, ça m'intéresse pas, quoi. Mais je l'ai été, je comprends qu'il y ait ce besoin de se démocratiser, qu'il y ait le besoin de s'en sortir, quoi. C'est quand même miraculeux qu'à notre époque, quand tu taffes un petit peu, tu peux vivre de cette passion, quoi. C'est quand même, c'est quand même, faut chercher à tout ça, en fait, à tous ces vieux débats qui servent à rien, le truc le plus optimiste et le plus cool, quoi. Je sais pas, c'est ce que je pense. Après, je veux dire, s'il y a un Roubaix et derrière le truc de Macron, s'il y a besoin de ce genre de choses-là, et après tout, voilà. Finalement, tu penses pas que finalement c'est une boucle, c'est une espèce de jour sans fin qu'on revit tout le temps. Le hip-hop a vécu la même chose que le rock il y a 30 ans ou 35 ans. Le graffiti ou le street art ou l'art urbain vit la même chose, potentiellement ce que nous proposait Picasso avec l'abstrait il y a quelques années. Tu penses pas que finalement c'est une boucle, c'est le rôle de nouvelle génération de proposer quelque chose de différent, de choquer, d'être différent et d'être un peu hors norme pour après revenir un peu vers la norme parce que finalement, la norme, c'est qui la faisons? C'est nous. C'est notre génération de trentenaires qui avons kiffé ça quand on avait 15 piges le hip-hop et on a contribué à le démocratiser. Finalement, c'est le mouvement qui s'est auto-démocratisé parce que les gens, ils ont kiffé aussi écouter du hip-hop. Aujourd'hui, on retrouve le hip-hop partout, mais c'est parce que c'est notre génération, c'est un truc de notre temps, de notre génération. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Je disais, c'est bien, on s'est tous organisés. Maintenant, tout a un système et tout peut générer quelque chose. Je veux dire, que ce soit un certain profit ou que ce soit un certain engouement. Et du coup, on en est là parce qu'on l'a voulu, parce qu'on a fait en sorte de reprendre notre culture à un moment où nous, on nous disait, on s'en fout du rap, ça marchera jamais, vous êtes des fous, ça tiendra 2 ans, comme le graffiti, comme tout ce qui disait. On a subi ça, nous, ça pendant 20 ans. On nous a pris pour des singes. Et nous, ça nous a pas posé de problème, hein. On leur a fait, oui, ben, on est des singes, ça va très bien. Mais par contre, on s'est organisé entre nous. Salle de spectacle. D'ailleurs, si je suis venu jouer à Strasbourg, c'est pas grâce au SMAC. Non, c'est grâce surtout à des péniches, à des petits pubs et des gens qui avaient l'initiative de faire, Les ouais, associations. j'organise ma petite soirée là en bas, on fait ça comme ça. C'est comme ce que tu disais avec le Vandal et les voyages. Tu rencontres un mec que tu connais pas, mais tu fais le même truc que lui. Ben, il y avait la même chose avec le rap. On va organiser un concert, on va faire venir le gars et tout ça. Ben, à force de faire des trucs comme ça pendant des années et des années et des années, qu'est-ce qui s'est passé? On a vraiment généré comment ça s'appelle, un système avec une économie qu'on a défini nous-mêmes et qu'après, bien évidemment, peut-être des sacs, des SMAC ou des choses comme ça ont récupéré aussi cette partie de musique et tout. Mais après tout, c'est le game, c'est ce qu'on voulait, quoi. On voulait des gens qui nous reçoivent et on voulait être bookés, on voulait pouvoir tourner, on voulait faire tout ça. Bah là, on l'a eu. Après, le problème du cycle et ce qui se retourne contre nous, c'est que du coup, maintenant, on est tellement tous équipés de tout. On a toutes les salles de spectacle qu'il nous faut, tous les rappeurs qu'il nous faut et on a une fontaine de jouvence de gens ultra intéressants qui mériteraient d'être sur le devant de la scène et tout ça. Et en fait, on n'a jamais eu autant de moyens pour diffuser l'information et on ne fait que diffuser la même chose, les mêmes personnes. Du coup, ça
Par contre, c'est le retour de bâton qui est en train de se passer. C'est-à-dire que quand tu vas dans une SMAC aujourd'hui, c'est simple, tu regardes la programmation de la SMAC, sur n'importe quelle ville de France, tu as la même programmation sur n'importe quelle SMAC. C'est comme les festivals d'été, tu as le même line-up. Aujourd'hui, être un booker, c'est faire du remplissage, c'est pas faire découvrir la musique. Et tu vois, on en est arrivé à là, en fait, aujourd'hui, dans plein de systèmes. Ça dépend des salles aussi, parce qu'il y a toujours des salles qui sont là pour prendre des risques, pour faire Bien de la sûr. découverte. Bien sûr, c'est pas la majorité. Mais parce que aussi, il y a une économie dans la musique qui font que certains artistes peuvent que se produire dans des salles d'une certaine capacité et donc parce qu'ils demandent un certain cachet aussi. Donc voilà, il y a aussi ça. Pour répondre aussi à ce que tu disais, à Strasbourg, on connaît Tommy Ungerer. Tommy Ungerer, il y a 30 ans, 40 ans, quand il était aux États-Unis, même 50 ans, il était dénigré par les institutions au niveau de Strasbourg, au niveau de la région. Aujourd'hui, il a un musée. Donc, c'est les mentalités aussi qui évoluent par rapport à ça. Et parce que de toute façon, il leur a dit, moi, que ça vous plaise ou ça ne vous plaise pas, je fais mon truc. Et au bout d'un moment, ils ont dû aller vers lui aussi. Et c'est ça, il faut rester peut-être aussi authentique et real dans tout ça. On peut pas plaire à tout le monde, en fait, déjà. Et ça c'est normal et tout. Après, il faut accepter l'évolution comme elle est, quoi. Et puis, faut comprendre, hein, c'est normal aussi. Comme toutes les disciplines du hip-hop se sont organisées, c'est normal que ça arrive à l'heure du graffiti, quoi. Et c'est un vrai marché. Des bombes de peinture, des galeries, des magazines, des trucs comme ça. C'est génial. C'est quand même cool. Aujourd'hui, d'ailleurs, il y a ma stagiaire qui m'a avoué qu'elle a appris en cours de musique au collège Petit frère de IAM. C'est génial. Alors qu'à l'époque, c'était décrié, c'était une musique des ghettos, c'était mal écrit. Ça montre aussi que tout ça évolue. Ouais, mais moi je pense qu'il faut être positif et optimiste. On est en 2020, je fais des chats géants sur des façades. J'ai le droit. C'est ouf. Génial. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est ouf. T'es payé pour en plus. Et je suis payé pour, quoi. Non, mais c'est quand même ouf. Et les gens sont contents. Et les gens, ils disent merci. Mais franchement, qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Enfin, quand on est un artiste, c'est tellement gratifiant qu'on a envie de dire merci et on le fait avec un plaisir de dingue, quoi. Moi, je serais pas là si je prendrais pas du plaisir, en fait. Et même si, pour moi, comment ça s'appelle, le fait de devoir parler et devoir m'expliquer sur ce que je fais avec une caméra et tout ça est un exercice sur lequel je suis pas très à l'aise et tout ça, ça reste quand même du plaisir et gratifiant. C'est important de le faire, c'est important de faire tomber le rideau en disant moi, je suis pas une star, je suis comme vous, je suis un humain en fait. Et ce que je fais, c'est mon travail. C'est pas une chance. D'autres questions? C'est vrai que, par exemple, quand je t'ai écrit hier, j'ai ressenti en toi, disons, tu m'as tout de suite répondu, une accessibilité, je veux dire, une sorte d'humilité, je veux dire, c'est pas donné à tous les artistes comme ça. Je veux dire, tu écris une valeur, il répond pas, etc. Mais ma question, parce que j'ai peur un peu de squatter tout le monde là, c'était plus, tu l'as fait au rouleau le chat, tout au rouleau, non? C'est toi la bombe. Oui, c'est vrai qu'on peut en parler rapidement, la technique, comment tu as réalisé cette œuvre, si tu peux nous en parler rapidement. J'ai tracé l'esquisse la nuit avec le rétroprojecteur parce que je n'ai pas passé 15 jours sur la nacelle où je me tremblais des jambes. Là, c'est surtout comme c'est du graphisme et que c'est super, c'est au millimètre précis pour avoir la forme du chat débile. On ne dirait pas, mais les trucs les plus simples, des fois, sont les plus compliqués, quoi. Et là, ça sert à rien. On n'a pas une amplitude avec le bras sur un immeuble aussi grand de faire un cercle qui fait la taille de son corps. Et comme on n'a pas de recul avec le mur, on n'est pas sur une nacelle, on ne peut pas faire le geste, on ne peut pas prendre une perche pour le faire. Du coup, j'ai projeté, j'ai juste fait l'esquisse, et puis après, je suis monté, j'ai tout fait au fat cap, j'ai remis le blanc, j'ai fait les coins, j'ai fait technique de graffiti simple, 26 bombes de noir, une bombe de blanche, 3 heures de nacelle, 3 heures. Ouais.
Depuis le début, tu parles beaucoup d'évolution, de ce qui est possible de faire aujourd'hui et tout ça. Tu parles aussi de toutes les nouvelles formes d'art que tu fais depuis quelques années et tout ça. Où ça te mène tout ça, selon toi? En gros, bon, c'est une question bateau, mais où tu te vois, qu'est-ce que tu dois faire dans 10 ans, 15 ans? Je veux le musée. Je veux aller au musée. Je veux travailler pour. Je veux des toiles à moi au musée maintenant. Je vais essayer. Puis après, je voudrais peut-être le musée tout court. Puis peut-être qu'après, j'en aurai plein le cul. Puis je ferai des peintures dans le sable. Donc le but, c'est encore et toujours de juste faire ce qui te plaît, sans chercher à ce qu'on te découvre ou ce qu'on... Tu vois ce que je veux dire? Non, le but, c'est... j'ai le pouvoir, ou je sais pas, je sais qu'en fait, dans la peinture, et dans ce genre de métier-là, tu as deux catégories de gens. Tu as les gens qui se reposent sur leurs acquis, et tu as les gens qui prennent des risques. Moi, je sais pas me reposer sur mes acquis, je sais que prendre des risques. Du coup, je teste, parce qu'en fait, il faut que je me surprenne moi-même. Et ça, c'est très hip-hop, de se surprendre soi-même. C'est à la base de hip-hop, tu vois, c'est est-ce que je peux savoir rapper? Et puis tu écris un texte, tu rappes, et là tu fais waouh, je me suis surpris moi-même. Puis après, tes potes t'entendent rapper, et t'as surpris tes potes, et tu t'es surpris toi-même, tu vois. L'engrenage de la peinture et l'art, c'est la même chose. Au début, tu fais un dessin, tu fais putain, je suis une vraie merde, je sais pas dessiner. Puis tu taffes, et t'arrives de plus en plus à faire des trucs. Et du coup, bah en fait, t'es piqué, quoi. C'est comme une maladie d'être un artiste, en fait. C'est-à-dire que tu as choisi un truc où en fait tu peux plus aller en arrière, quoi. Et comme quand tu es plasticien, quand tu es un artiste, déjà c'est compliqué, tu dois créer quelque chose et tu dois créer la demande d'un truc qui n'existe pas et qui n'est pas indispensable. C'est-à-dire que tu fais pas à manger. Si demain il y a une guerre, tu vas rien faire avec tes tableaux. Ils vont brûler avec une bombe et tu pourras pas manger avec. Et du coup, donc, c'est pas indispensable. C'est pas comme des vêtements ou de la bouffe, tu vois. Donc, c'est quand même assez difficile dans sa tête d'être toujours en train de se dire, je vais créer un nouveau truc. Et ce nouveau truc, il y a peut-être des gens qui vont le kiffer et qui vont l'acheter, tu vois. Et ben, en fait, moi, je suis conditionné là-dedans depuis le début. Je fais que ça depuis le début. Du coup, là où je vais, pour répondre à ta question, je ne sais pas. Mais une chose est sûre, j'y vais. Mais j'espère juste que je serai heureux et que je me surprendrai. Et j'ai hâte de voir où je vais aller, quoi. En fait, j'ai l'impression que je me suis entraîné beaucoup et que là, je vais pouvoir y aller vraiment, quoi. Et, et tu sais, c'est ce que je disais au début. Je disais, je suis arrivé aux Beaux-Arts. Je suis fan de peinture abstraite, c'est ma life. Je me suis juré toute ma vie enfin, quand j'étais à l'école, que j'en ferais pas parce que, bon, c'est complètement, tu pètes pas plus haut que ton cul, tu te prends pas pour un artiste peintre quand tu sors de l'école direct et tu crois que ça y est, t'es indispensable et compagnie. Tu vas faire graphiste et tu fais du caca. C'est ce que j'ai fait. Et je me retrouve 20 ans après dans ma vie à pouvoir faire une peinture abstraite où il y a une démarche, où j'arrive à m'expliquer moi-même ce que je fais. Et en plus de ça, j'arrive à le vendre. Donc, je sais pas si tu vois la circulaire. C'est-à-dire que je crois toujours en des choses et du coup, je les fais indirectement, mais sans en attendre un retour forcément, à part technique. Et du coup, je me retrouve souvent face à ce que j'ai pu semer. Voilà. Et du coup, bah, c'est ça, c'est des cycles continuels et constants. Et j'essaye, ce que je veux, c'est essayer de bouleverser un peu les choses, de trouver vraiment le langage parfait qui me ressemble le plus pour m'adresser et partager ma peinture à tout le monde. C'est même pas, c'est même plus une histoire de commerce maintenant, je crois. Et d'ailleurs, est-ce que tu as revu des profs à toi, des beaux-arts? Est-ce qu'ils sont venus voir tes expos Ouais. et ils t'ont fait des retours sur l'évolution de ton travail et par rapport à ce que tu faisais à l'école? Ouais, il y en a deux, trois qui m'ont fait beaucoup de, de compliments Cool. et de force et impressionné de tout ce qui s'est Du passé. taf, quoi, de l'évolution. Ouais. Je donnais pas forcément. Ça doit faire plaisir aussi. Ça fait super plaisir. Ça fait super plaisir. Hein. C'est comme ça fait plaisir de ramener un diplôme à sa maman.
Ça fait plaisir à soi aussi. Moi, j'avais pas de diplôme, en fait. C'était la commission de mon bachelier pour entrer aux Beaux-Arts, parce que j'avais arrêté en 4e. Du coup, ça fait plaisir, en fait, tout court, de réussir ce qu'on peut faire. La peinture, l'art, c'est super ingrat. Et c'est un truc qui, de toute façon, demandera 10 fois plus de temps et 10 fois plus de risques si on veut réussir à le faire qu'autre chose comme métier. À partir du moment où ça c'est accepté, bah, ça va arriver un jour. Mais on peut pas attendre que ça arrive au moment où on le décide, en fait. Et, euh, et c'est ça qui est beau, quoi. C'est-à-dire que faut jamais lâcher, en fait. Faut travailler, faut travailler, faut travailler. Et puis un jour, ça te tombe dessus, en fait. Tout ce que tu sèmes, tu le récoltes. C'est vertueux, en fait, de, de toujours approfondir des recherches et d'aller dans des nouvelles choses. Parce que sinon, tu vois, je suis pas un artiste qui va trouver un truc qui fonctionne et qui va faire toujours la même chose. Ça m'intéresse pas. Et c'est pour ça que j'ai arrêté de faire des gramseries ou de faire des trucs comme avant, quoi. Je préfère utiliser mon style d'avant pour faire des chats. Est-ce qu'on a encore des questions en ligne ou dans la salle? Profitez-en, c'est maintenant, parce que sinon on va clôturer tout doucement cette rencontre. C'est votre dernier mot, la salle? 15 000 pour monsieur. Allez. Aurais-tu un conseil pour les jeunes, pour ce qu'ils veulent faire plus tard, juste comme ça? Ben, le chat, c'est un conseil, en fait. C'est-à-dire de toujours... faut taffer, en fait. Le seul conseil, c'est faut pas écouter la loi des réseaux et la loi de la connerie, en fait. Faut juste se dire que avant tout ça, il y avait un truc, c'était le principe. C'est un principe comme le respect et l'éducation. Nos parents, ils nous ont dit, tu vas laver, tu vas travailler ça, tu auras ça comme retour. Ils nous ont appris à marcher et à ce qu'on s'en sorte tout seul. Moi, le conseil que j'ai aux jeunes, c'est d'avoir le plus d'armes nécessaires pour pouvoir affronter le monde après et pour pouvoir s'en sortir le mieux. Si on est limité à qu'une seule chose, on n'a pas la capacité de nuancer son jugement. C'est aussi simple que ça. Donc, il faut profiter du fait qu'on est jeune pour s'ouvrir au monde, s'ouvrir à tout, dans le respect. Pas oublier qu'on a tous des âges différents et qu'il faut tous se respecter dans ce sens-là. Il n'y a pas de... faut arrêter de croire qu'il y a un mauvais ancien ou un bon ancien ou tout ça, en fait. Il y a juste un ordre hiérarchique de respect. Et on doit tous se parler comme... tu vois, je préfère être là avec vous, avec des jeunes et échanger avec vous où c'est vraiment vrai, en fait, et on va avoir une vraie discussion que d'aller faire la course aux médias ou je ne sais quoi. Bah, c'est ça, en fait. Ça veut dire, au bout d'un moment, moi, si je suis un papa, un truc comme ça, c'est mon rôle, je dois faire ça et je dois donner la bienveillance et je dois expliquer, en fait, la solution et le vrai, quoi. Et la vérité, c'est pas de sucer des bites. C'est pas d'aller sur Instagram, c'est pas de faire ça. La vérité, c'est de travailler, en fait. Travailler tout court. Et si on veut quelque chose dans la vie, ou qu'on veut plus de moyens pour travailler, avant de les demander, on se les subventionne soi-même. Voilà. Il faut savoir se prendre en main tout seul, subventionner sa passion tout seul. Parce qu'en fait, dans ce monde, personne t'attend, t'es personne. Et c'est pareil pour tout le monde, en fait. Et du coup, il faut pas oublier ce que nous disent nos parents. Il faut pas oublier aussi qu'il y a beaucoup de gens qui ont du succès et qu'ils n'ont pas forcément succès ou quoi que ce soit. Ils sont là parce qu'ils ont travaillé tous. Et qu'on a beau les comprendre ou pas les comprendre et tout. Tout ceci je veux dire, c'est quand même assez légitime pour la plupart des gens, quoi. Même s'il y a des coquilles vides et compagnie. Chacun est souvent à la place qu'il est allé chercher, en fait. Et c'est ça qu'il faut retenir. C'est qu'il n'y a pas de miracle. Et l'instantané, c'est pas forcément un copain. Le ratio très vite et tout ça. Parce que j'aurais pas aimé connaître le succès jeune et pour connaître la descente tout de suite après de la réalité et avoir perdu du temps avec ça. C'est pour ça comme ça s'appelle que le rap, je l'ai toujours vu comme un truc de côté, en fait. Je me le suis subventionné, j'ai toujours travaillé. Du coup, j'ai pu faire le tour du monde avec. Je me suis acheté des baskets, j'avais de l'argent de poche. Au début, moi, quand je suis arrivé faire du rap, quand on me demandait, tiens, je te paye, moi, je comprenais pas, en fait. Tu es en train de me payer parce que je rappe, là?
Déjà, c'est pour te montrer le contexte, alors qu'aujourd'hui, n'importe quel enfant qui veut se mettre dans la musique, il dit « Ouais, mais il faut que ça paye ». Mais comment on peut faire un truc? Comment on peut croire que la vie, c'est je dis des gros mots, je vais être payé? Voilà, c'est ça. Faut pas juste oublier que bah, voilà, L'art doit être avant le business. non, mais le travail, c'est dans tout, en fait. C'est quand tu fais ton premier travail, soit tu es vendeur de pizza, comme beaucoup de jeunes qui méritent tous d'être connus et même et qu'on devrait mettre la lumière sur des gens comme ça. Je veux dire, tu vois, là, t'as plein d'étudiants, ils sont là, il y en a, ils ont des bourses, il y en a, ils en ont pas, il y en a, ils payent leur loyer, ils galèrent, ils mangent un sandwich, ils mangent du pain, il y en a, ils mangent pas, ils mangent des pâtes, juste pour faire leurs études, quoi. Bah, c'est eux tous, là, qui sont dans le futur. Eux, ils ont raison. Moi, j'ai fait la même chose quand j'étais jeune. J'ai mangé des pâtes, j'ai pas mangé de pâtes, j'ai mangé beaucoup de weed, et, et, mais j'ai beaucoup travaillé. Et du coup, bah, plus tard, ça a été beaucoup plus rapide pour pouvoir s'en sortir. Et je pense que voilà, retenez que si vous faites des études et que vous êtes pris la tête pour le faire, bah, continuez à le faire correctement. Et ça vous empêchera pas aussi de faire un truc à côté, en fait, qui peut se trouver être important aussi dans votre vie, quoi. On peut avoir une passion, on peut avoir un boulot chiant, mais on peut aussi avoir un boulot qui met de l'utile et l'agréable. Et tout est possible dans la vie. Alors, on a une question de Jordan Smith sur les internets. Est-ce qu'il y a des formes d'art que tu n'as pas encore pratiquées et que tu aimerais expérimenter, au-delà de la musique et de la peinture? Ouais, plein de trucs, mais alors là, je sais pas comme ça. T'as fait de la sculpture d'ailleurs un peu? Ouais. Attends, je réfléchis comme ça. Tout. Dès que je vois un truc qui est nouveau, un nouvel outil, un nouveau truc, si je peux l'essayer, c'est cool. Tu vois? Si n'importe quel médium, je veux bien l'essayer. Il y a sûrement quelque chose qui me vient pas à l'esprit comme ça, mais Tu joues des instruments de musique? non. Non. T'as vu la Des tête? platines, des instruments. Je mixe juste, enfin, j'essaie de passer des disques en rythme. Je vais pas appeler ça DJ. Et effectivement, oui, peut-être je mixe et j'ai fait des petites DJ sets, mais c'est vraiment purement par plaisir. Parce qu'aujourd'hui, être DJ, c'est avoir beaucoup de réflexes et couper les sons toutes les 30 secondes avec que les débuts et c'est du bruit. Et c'est le même morceau. Moi, j'essaie juste des fois de passer de la musique qui marche pas dans Shazam. Alors, c'est vrai qu'initialement, on avait prévu aussi de t'accueillir sur un DJ set au FAT. Malheureusement, avec le Covid et tout ça, bah, ça n'a pas été possible. C'est pas grave. Ce sera pour la prochaine fois. Je reviendrai. Du moment que le setup, c'est pas sur la nacelle, tout va bien. C'est bon. Ça peut être une idée, ça peut être un concept. Il va y avoir du monde. C'est ce que j'ai dit avec un pote. Mais t'es tout seul, quoi. Tu mixes tout seul. Est-ce qu'on a encore des questions? Profitez-en, c'est maintenant ou jamais. Allez, on en a encore une. Je regrette justement, alors comme on parle du street art, du graffiti, qu'il n'y ait toujours pas d'école ou de formation, même de stage, même genre ce qu'on trouve pour le sport, par exemple. Non, il faut pas, surtout pas. Ça ne les concerne pas. Ah, d'accord. Notre culture n'est qu'à nous. Personne ne va commencer à leur dire comment ça se passe. Il y a quelque chose qui est entre nous, qui s'apprend comme ça. Et le hip-hop, il n'y a qu'une école. C'est l'école de la rue. C'est-à-dire l'école du rien. C'est-à-dire, on n'a rien, on apprend. Parce que le graphiste, c'est quand même particulier. Je veux dire, moi, j'essaie de faire des trucs. Je veux dire, c'est vrai qu'on n'a pas. Je veux dire, tu peins ou tu dessines chez toi, mais sur un mur, c'est totalement différent, quoi. Ben, je pense, il faut pas. Il n'y a pas d'école à avoir. Il y a déjà des rencontres où déjà on fait intervenir des graffeurs et ils font des ateliers. C'est déjà incroyable et c'est déjà bien. Et moi-même, je l'ai fait quand j'étais jeune. J'avais JBBC. C'est la première fois que je voyais un mec, mais vraiment d'aussi près faire un graphe et tout. Mais c'est quelque chose entre nous, c'est-à-dire que on a tous commencé en prenant un magazine, en copiant les lettres, ou en copiant les trucs dans la rue, en faisant comme ça. Et dans toutes les disciplines du hip-hop, on a fait tous comme ça, en fait. On apprend les codes et après, on avance. Et après, on peut injecter des choses qui viennent de l'extérieur, c'est pas un souci, mais je veux dire, qui est légitime pour dire qu'il va faire une école
de street art. Je trouverais ça un petit peu bizarre. Déjà, c'est hyper compliqué dans les formations et les écoles d'apprendre l'art, parce que qui peut prétendre apprendre l'art? C'est quand même assez vaste et assez compliqué. C'est pour ça qu'il y a des écoles différentes. Il y a les Gobelins pour faire de l'animation, du dessin animé. Tu as les arts appliqués, tu as les arts déco où c'est super technique, et tu as les beaux-arts. Souvent, les gens, les beaux-arts, pensent que c'est une école où tu es super technique. Faut pas oublier que les beaux-arts, c'est quand même l'école où on t'apprend à faire caca au milieu d'une pièce et de le justifier en disant que c'est de l'art. Et ça, c'est la réalité. C'est beaucoup plus spé qu'on ne le croit, les beaux-arts. C'est pas du tout la fête. Après, il y a des beaux-arts un peu plus classiques. Mais bon, c'est déjà compliqué. Donc, l'État ou les gens ne seraient pas légitimes à faire une école du hip-hop et tout ça. Et puis, ça va, il y a déjà assez de business autour pour que on vienne contrôler tout ça, tu vois. Par exemple, tu fais rentrer le skate aux Jeux Olympiques. Et tu vas dire que maintenant, le juge, tu vas le juger le truc qui est comme ça. Et ça veut dire que tu auras forcément qu'un type de skate. Et c'est pas ça le skate. C'est toujours d'aller partout et tout ça. Donc, on peut pas émettre de jugement ou enseigner quelque chose qui doit s'apprendre tout seul. Et c'est vrai, pour dire je fais vachement le lien, moi, justement, entre le graffiti, le hip-hop, les sports de glisse, parce que moi, je viens plutôt des sports de glisse. Et le sujet du skate ou du BMX aux Jeux Olympiques, c'est un grand sujet. Et on peut même aller plus loin, le sujet du break, de la danse hip-hop aux Jeux Olympiques. Alors, il faut savoir que c'est là pour des questions de business. C'est des marques comme Nike qui ont poussé pour apporter un public un peu plus jeune, un peu plus moderne aux Jeux Olympiques. Des marques comme Coca-Cola aussi. Et il y a vraiment deux courants dans le skate ainsi que dans la danse. Il y a vraiment deux courants. Il y a des gens qui pensent que c'est positif pour le sport parce qu'ils ont envie que ce sport soit structuré, soit encadré, que soit considéré comme un vrai sport. Et il y a des gens qui disent non, le skate, le BMX, on ne parle pas de sport. Effectivement, il y a une pratique sportive parce qu'on doit bouger, parce qu'on doit être un peu athlète, mais on est sur un art. La créativité, le style est plus important souvent que la technicité et que la condition physique. Et aujourd'hui, on n'a pas envie de se retrouver, et c'est un peu mon avis à moi aussi, on n'a pas envie de se retrouver jugé comme au patin à glace, avec des notes, avec des critères, avec des figures imposées, avec des 9.2, des 9.3, ah là il a mis un peu la main. Non, on n'a pas envie. On a envie que justement cette créativité, cette originalité, ce style soit toujours reconnu dans les pratiques. Et voilà, il y a beaucoup de discussions par rapport à ça. D'ailleurs, avant le confinement, on devait, pendant le confinement, dans le cadre du off du festival NL Contest, on devait faire justement une conférence sur l'arrivée de ces sports et de la danse hip-hop. On a dû l'annuler, mais on va la reporter comme les Jeux Olympiques ont été reportés, on va la reporter sur avril ou sur mai 2020. Et on avait invité vraiment de très bons intervenants, des gens qui étaient pour, des gens qui étaient contre. Voilà, et moi je pense vraiment que la danse n'a rien à faire aux Jeux Olympiques, le skate et le vélo n'ont rien à faire aux Jeux Olympiques et qu'on doit rester peut-être aux X-Games, c'est nos Jeux Olympiques à nous, mais qu'on doit rester sur des événements vraiment dédiés à ça, où la part de créativité, de style, d'art est plus importante que la part athlétique, on va dire. Ah, mais c'est quelque chose de libre. Et si on encadrer ça, on va tuer une partie du truc. Ça n'appartient pas aux institutions. Moi, des fois, j'ai une problématique, des fois, avec quand une institution organise un truc hip-hop et tout ça, mais que ça crée à bord les salaires de l'institution, et que c'est le hip-hop qui vient, en fait, qui génère cet argent, mais l'institution, d'abord, va proposer une somme de cet argent qui est beaucoup plus petite que la 3/4 de la somme qu'ils prennent pour gérer déjà leur staff, qui n'a rien à voir au hip-hop. Ça, c'est un peu compliqué, tu vois. Ce que je veux dire, ça veut dire que même nous, des fois, quand on est des artistes, on est là, on fait, mais alors, attends, telle mairie, il m'appelle, il me dit, il a un plan, par une agence de je sais pas qui, et en fait, eux, ils ont pris 15 000 euros et moi, j'ai 1 500. Et c'est pour des mecs de la mairie à l'intérieur, ou des gens qui font tout ça. Il y a un problème de légitimité là. Parce que qui crée la chose et qui le fait? C'est pas la mairie. Donc, tu vois, ça s'appelle une bite dans le cul. Et Et ben justement,
la problématique, elle est vraiment là. C'est-à-dire que la réalité, sur beaucoup de gens qui récupèrent tout ça, c'est que ça se passe comme ça, du coup, et c'est plus toi qui décides, et bah, du coup, c'est plus le hip-hop qui décide. C'est le hip-hop, la timpe, enfin, la pute. Mais c'est pas, je veux dire, c'est comme ça que ça se passe dans la musique, c'est comme ça que ça se passe dans plein de trucs, c'est hyper compliqué, tu vois, donc on va pas commencer à faire des écoles et des trucs comme ça, alors qu'on doit à tout prix garder notre liberté. Mais c'est en train d'arriver quand même. Hein. Mais c'est en train d'arriver, c'est en train d'arriver aussi au street art et tout ça. Ah Parce bah. que le fait de s'organiser, d'avoir un magazine, 2 magazines, 3 magazines, fait qu'au bout d'un moment, il y a un microcosme et il va y avoir un modèle unique de comment se comporter. Et c'est d'ailleurs ce que font beaucoup de street artistes. Ils commencent ah, j'ai trouvé un truc qui marche, je fais que ça. Hop, j'ai Instagram que ça, je fais que ça, je fais comme ça. Et il faut surtout que je sois un produit. Il faut que je sois contrasté. Il faut que je... Et en fait, c'est l'enfermement, quoi. Et c'est là que ça nous mène, en fait, à l'uniformisation totale de tout ce qu'on fait, quoi. L'uniformisation du rap, l'uniformisation du street art, voilà. Et je pense pas l'uniformisation de tout, finalement, aussi. Ouais. Non, mais... Voilà. De comment les gens s'habillent, Ouais, après, il y a beaucoup plus de liberté et de gens qui prennent quand même... qui prennent les devants et qui imposent aussi leur manière de s'habiller. Ça va. Et pour revenir sur ce que tu disais avant, nous, l'année dernière, on en a beaucoup discuté, notamment avec Astro, notamment aussi avec la diffusion du documentaire Sky is the Limit de Jérôme Thomas, qui est venu nous le présenter ou nous le représenter même. C'est vrai qu'on se rendu compte, et on le voit aussi dans son documentaire, que souvent le peintre qui va peindre à la façade en blanc, et ben, la boîte qui peint cette façade en blanc, et ben, elle est mieux rémunérée que l'artiste. Et que l'artiste, on a envie de lui dire bah tiens, je te donne un peu de peinture ou je te donne ce mur et tu peux t'exprimer. Et moi, nous, c'est un problème. Moi, je suis directeur de Color Festival et c'est un problème qu'on a souvent. Les gens me contactent. Ils me disent ah bah on a un mur, on veut bien le donner à un artiste, des gens de la ville, des privés, des entreprises, on veut bien le donner à un artiste, il peut venir et peindre sur le mur, on lui donne, on aimerait bien cet artiste-là en plus parce qu'on aime bien ce qu'il fait. Bah non, ça marche pas comme ça. Nous, on défend la rémunération des artistes. Toi, tu as besoin de payer ton loyer, tu vas travailler, tu as besoin de payer ton loyer. Bah, lui, l'artiste, son boulot, c'est de créer. C'est tout le temps qu'il a mis pour apprendre à utiliser la bombe de peinture, le pinceau, tout le temps qu'il a mis pour à faire ses petits sketchs, ses petits esquisses pour créer ses chats. Et c'est le temps qu'il va passer aussi pour dire quelle œuvre il va mettre sur ce mur. Et ensuite, la partie finalement la plus courte, c'est le temps de la réalisation. Et ça, c'est vrai que les gens, ils ont un peu du mal à le comprendre. Et nous, on essaye vraiment de le défendre et de se battre pour ça. Est-ce que toi, tu rencontres encore ce problème avec un peu quand même ta notoriété? Est-ce qu'il y a encore des gens qui t'appellent, qui disent oh, j'ai un mur, si tu veux venir faire un truc Oui, j'ai un mur, tiens, tu peux t'amuser? Tiens, un verre d'eau. Sympa. Mais il y a c'est pareil dans tout, tu sais, il y a dans la communication visuelle, dans le travail, dans le corporate. On n'est pas tous censés savoir comment ça marche, le graphisme, on a des a priori, ou le dessin, on se dit en fait c'est facile, en fait ils s'amusent, en fait c'est pas un taf. Il y en a pour qui c'est pas un travail, et pour qui s'amuser comme ça n'est pas un travail. Et il y a beaucoup de patrons qui savent pas qu'en mettant 30% de chiffres en plus dans leur communication et dans un bon graphisme, ils augmenteraient leur rendement. Pourquoi? Parce que souvent, en fait, quand tu fais quelque chose qui est joli ou que tu fais une peinture, en fait, le patron, en fait, il va dire ouais, moi je veux mon truc. Il prend souvent le dessin comme un truc d'ego, en fait. Et du coup, il se rend pas compte que en fait, c'est le travail de quelqu'un de lui dire qu'il a du bon goût et il a du mauvais goût, en fait. Ouais, je dis le mec souvent le client se rend pas compte que prend le graphisme pas comme un travail, mais comme un ego. Donc, tu vois, souvent, tu as Janine, elle veut vraiment son papillon dans son truc, tu vois. Et du coup, faire un compromis pour lui faire son papillon, tu vois. La réalité du travail, c'est au bout d'un moment, c'est lui dire Janine, les papillons, ça marche pas. Ferme ta gueule, fais ton travail, laisse-moi faire le mien, s'il te plaît. Et ça, malgré tout, tu peux pas, toi, en tant qu'artiste, forcer les gens à accéder à ça, en fait. Toi, tu crées la demande et puis les gens, ils viennent et s'ils sont prêts à accepter comment ça s'appelle, tes règles d'usage, eh ben, il y en a, tu travailles et c'est cool, tu vois. Après, voilà, tout le monde n'est pas là. Et puis aussi, le graphisme, dans le graphisme, ce qui est fou,
c'est d'arriver à pouvoir répondre à la demande de la personne. Donc, ça veut dire qu'il faut savoir enlever aussi son ego et faire un truc qu'on n'aime pas. Parce qu'en fait, on n'est pas là pour que ça soit joli. On est là pour que le client le valide et que ce soit joli pour lui. Ça veut dire qu'on on doit pas mettre son ego là-dedans et ce qu'on voudrait qu'il y ait bien et qu'on reconnaisse. Parce qu'à la base, on fait une commande pour quelqu'un qui va l'acheter. C'est son image à lui et c'est pas la sienne. Il y a une différence dans tout, une nuance. Une nuance, artisanat, artiste. De toute façon, tout est lié et tout peut aller ensemble, en fait. C'est juste qu'il y a des métiers qui sont différents. Les artisans ont besoin des artistes, les artistes ont besoin des artisans. Moi, j'ai appris à faire des choses avec mes mains pour pouvoir les quantifier, pour pouvoir les comprendre. Mais il y a des choses que je ne fais pas. Quand je fais une sculpture, je vais prendre l'artisan qui va me découper mes pièces comme ça et après, je vais la monter, ma sculpture. Mais je vais aller chercher la personne dont c'est le métier. Moi, mon métier, c'est de lui dire, ah, t'as une machine qui fait ça, mais on va faire ça, 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 ça. Lui, il n'arrive pas à faire ça, l'artisan. Par contre, le faire mieux que moi, avec le produit et tout ça, lui, il va le faire mieux que moi et il va me faire rêver, quoi. Donc, en fait, chaque métier a son importance. Ouais, et puis après, si on apprend le maximum de métiers, après, on peut s'amuser avec le maximum de médiums, tu vois. Mais en gros, voilà. C'était en fin de compte que moi je parlais pas. C'est pas aux Jeux Olympiques non plus, mais c'est vrai qu'il faut reconnaître qu'en skate, en hip-hop, en scratch, en breakdance, il y a quand même des. Je dis pas que c'est des institutions, mais chaque année, à un moment, il y avait un DVD qui sortait. Tu as quand même des trucs, des grosses compétitions internationales, dont il y a justement des noms qui ressortent. Il y a JR et Ledgilai qui a sorti l'école Courtrajmé pour aider les jeunes de Clichy-Montfermeil. Je voulais juste préciser que je ne voyais pas ça du style. C'est une école de cinéma, c'est pas une école de hip-hop. Ah ouais. Et une sérigraphie, c'est une école de sérigraphie. Là, on peut pas faire une école de hip-hop. Il faudrait que ce soit que tous entre hip-hop, on s'arrange, on fait OK, c'est qui le prof? C'est Method Man ou c'est Booba? Ah non, mais c'était pas du hip-hop. Non, des ateliers de sérigraphie, il y en a partout, dans toutes les villes au centimètre carré. Il y a déjà tout ça, les gens s'organisent en fait. C'est juste le hip-hop, le truc de base. Ce que les gens comprennent pas aujourd'hui, les nouvelles générations, c'est que le hip-hop, déjà, c'est un mental et un mode de vie. Donc, c'est pas un produit ou un métier. C'est un mode de vie. C'est se lever, je mange hip-hop, je dors hip-hop, je baise hip-hop. Basta, c'est tout. Des fois, les gens me disent, ouais, mais comment tu fais pour aller faire un graphe et pour aller faire un truc et tout ça? Au bout d'un moment, les gens les regardent, on leur fait, mais je suis hip-hop. Être hip-hop, c'est, je me lève, la première chose que j'ai envie de faire, c'est un graphe ou un morceau. Basta. Il n'y a pas besoin d'en arriver aux réflexions des nouvelles générations et se dire, alors je me lève, tiens, j'ai envie de faire un morceau, mais avant, je vais le marketer, ouais, je vais faire un peu cli, je vais appeler mon pote, on va faire un truc sur Insta, attends, je fais une story, je vais le dire avant de le faire, ouais, un truc de ouf. Mais non. Nous, être hip-hop, c'est faire. On verra après, en fait. Et du coup, ça, c'est pas un truc qu'une école peut apprendre. Il n'y a que le hip-hop, et le hip-hop, c'est le fait d'être sans école, sans rien autour. C'est le fait de créer, de remplir le vide social, le vide de la vie, le vide de cette époque-là. Et aujourd'hui, le problématique, c'est que, en fait, pour les gens, c'est pas ça. C'est même pas une culture, en fait. C'est, ah, il y a le rap, on fait du rap. Ah, mais on s'en fout de la danse. Ah, mais on s'en fout de ça. On fait du tag, on fait du tag. On fait le vandale, on fait le vandale. Et on oublie qu'en fait, tout ça est lié, que c'est un mode de vie, en fait. Donc, il n'y a rien de surprenant à être hip-hop, en fait. C'est juste que ce qui est surprenant et stressant, c'est que les gens, ils oublient, en fait, qu'est-ce que c'est vraiment et d'où ça vient, en fait. Et pourquoi c'était là. Aujourd'hui, en 30 ans, le nombre de choses qui ont changé dans la rue en France, on est passé de Walking Dead à Disneyland. Non, mais vraiment, ce que je veux dire, c'est que la France est quand même un pays assez sécuritaire, avec des moyens pour tout le monde, des aides.
beaucoup de choses que les 3/4 des pays du monde n'ont pas. Donc moi, bien évidemment, j'adore ça, cracher sur la France. Mais avant de cracher, il faut être honnête. Et ben, tout ça, en fait, ça a été mis au service de tout le monde et tout. Et maintenant, les gens, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Il y a des activités partout, d'accord? Mais il y a 30 ans, il n'y avait pas d'activité. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Rien, zéro, nada, que dalle. Donc le hip-hop, il est né parce qu'il n'y avait rien. Donc on va pas commencer à faire des écoles pour expliquer ça. Non, c'est quelque chose qui nous appartient, on se l'est créé. Et en fait, on s'est créé une philosophie. Tu vois, le hip-hop, c'est comme une religion, en fait. C'est parce que le hip-hop, ça t'apprend un truc. Ça t'apprend à avoir la foi en toi. Donc on ne peut pas faire une école de ça, d'expliquer ça. C'est comme une religion, en fait. C'est la même chose. C'est le truc qui t'apprend à avoir foi en toi. La religion t'apprend à avoir foi en toi aussi, sur d'autres choses. Sauf que le hip-hop, ça t'apprend à te l'avoir sans Dieu, sans rien. Ça t'apprend juste à te dire, vas-y, crois en toi. Impressionne-toi, toi. Tu verras. Tu vas avoir confiance en toi. Et le hip-hop t'apprend à avoir confiance en toi. Oui. On va conclure comme ça, à moins que tu veux nous dire un dernier mot. Je vous aime. Peace, love and having fun. Ouais, merci pour l'accueil. Merci pour ce moment de peinture. Cette bonne semaine agréable avec les copains et les amis. Et merci à vous pour l'intérêt porté sur le travail et tous les messages que je reçois et les compliments pour ce gros matou. Ça me fait plaisir et ça continue à me motiver. Voilà, je suis content. Merci Grums, merci de nous avoir suivis dans la salle, en live. Désolé pour les petits problèmes de technique de micro. Vraiment désolé. On se retrouve le 16 pour le vernissage, un petit temps festif avec DJ pour inaugurer l'œuvre de Grums. Le 17 pour la conférence Le graffiti condamné à la rue au niveau du Grafalgar. Et bien sûr tous les week-ends du mois de septembre au Studio 116 pour le festival Colors en entrée gratuite. Venez découvrir les œuvres sur les murs qu'on a pu réaliser. Et gros big up à toute l'équipe du festival. J'en vois qui sont là dans la salle. Merci au Crous aussi de nous avoir fait confiance. Et on espère rendez-vous bientôt.